Merci, bonjour à tous. Très brièvement, je vous présente, je suis journaliste, j'ai été pendant 35 ans journaliste à la Provence, donc ici sur le terreau marseillais et aixois, et particulièrement spécialisé depuis plus de 15 ans dans les affaires judiciaires et policières. Donc ça rejoint quand même pas mal de domaines de compétences et d'intérêt de cette journée de convention républicaine. Avant de faire une petite présentation, donc je vais appeler à mes côtés. Je vais vous présenter brièvement les trois premiers intervenants de la première table ronde. J'appelle à mes côtés Nathalie Sonac. Nathalie Sonac, vous êtes professeure d'université, je vous présente brièvement. Vous avez été membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel de 2015 à 2021 et vous êtes actuelle présidente du Conseil d'orientation et de perfectionnement du CLEMI, donc que vous n'ignorez pas, donc le Centre pour l'éducation aux médias et aux informations. J'appelle également Sophie Géel. Donc Sophie Géel, merci d'être présente également. Vous êtes professeur des universités, spécialisée en sciences de l'information et de la communication à Paris 8 Saint-Denis, également co-directrice adjointe de l'école doctorale en sciences sociales. Vous êtes l'auteur de l'adolescence au cœur de l'économie numérique, publié en 2022. J'appelle également donc dernier intervenant pour ce débat, pour cette table ronde, Julien Pain, pardon, je ne sais pas si on dit Julien Pain ou Julien Pain. À la française ou à l'américaine, Julien Pain sans doute. C'est pas mal, mais c'est pour ça que je parle vraiment sur l'accent marseillais. Enchanté, chapeau frère. Julien est journaliste à France Télévisions, rédacteur en chef de l'émission Vrai ou Fake, que vous connaissez sans doute. Il a aussi travaillé pour France 24. 15 ans que vous travaillez sur les fake news, que vous chassez les fausses informations. Avec une brève intervention. Donc bienvenue à cette jolie convention républicaine qui est devenue l'information. C'est un homme de Pacifique essentiellement qui vous parle, qui est devenu notre information. On raconte, et votre président l'a évoqué il y a peu de temps, qu'elle ne va pas fort en ce moment. Que le malade est en urgence absolue, pour les pessimistes, et qu'il est en urgence relative pour les plus optimistes. Les médias traditionnels, presse écrite en tête, sont au plus mal. Les chiffres sont à la baisse. Personne ne devrait s'en réjouir. Quand un journal disparaît, je pense que c'est le pluralisme démocratique, et vous serez d'accord avec moi, qui s'effrite. Au chevet de ces médias, il y a bien quelques médecins journalistes, quelques universitaires, quelques sociologues, tous les experts ici réunis que vous êtes, qui s'agitent pour rappeler les vertus majeures de l'information calibrée, l'information homogène, c'est-à-dire l'information vérifiée, bref, vertueuse, puisque puisée aux meilleures sources. Les chiffres ne sont pas bons, sachez que seulement 21% des utilisateurs français des médias pensent que les médias sont indépendants de la politique, sans dit long sur la crise que traverse notre presse traditionnelle, et seuls 19% de ces utilisateurs de médias pensent qu'ils sont indépendants de l'influence commerciale. Et voilà que sont arrivés les médias en ligne, les réseaux sociaux. L'an dernier, autre chiffre, les sources d'actualité en ligne ont devancé la télévision comme source hebdomadaire d'information pour 69% des Français. Ça concerne peut-être les plus jeunes, il suffit de regarder nos enfants, ils ne se jettent pas toujours sur le monde diplomatique, Libération, la Provence, le Figaro, les médias traditionnels que j'évoquais tout à l'heure. La consommation des médias traditionnels poursuit sa chute, voilà qui interroge. Le numérique a tout bouleversé, il a fait bouger les lignes. Le président en a parlé tout à l'heure.
On a droit aux approximations, on a droit aux infoscandales, aux fake news qui sont partout. Difficile de faire la différence entre une vraie et une fausse information. Chaque semaine apporte son lot de troubles. Ici, vous l'avez sans doute entendu il y a quelques jours, le soldat ukrainien décapité par les Russes, InfoWellTalks, peut-être Julien nous en parlera. Là, l'information selon laquelle, il y a quelques jours, un énorme rat se déplaçait encore dans Paris, qui aurait grossi et grossi, telle la grenouille de La Fontaine, qui voudrait se faire aussi grosse que le bœuf de la vérité, nourri et nourri encore par les amoncellements de poubelles dans les rues de la capitale. En fait, c'est un élu de l'opposition de la ville de Paris qui avait rien trouvé de mieux que d'utiliser cette info avec le texte entre guillemets sur l'humour obèse après un mois de grève des éboueurs, maintenant régime. Tout était évident, c'était une vidéo de Ragondin qui en fait avait été prise en Italie, à Rome. Oui, nous vivons une drôle d'époque, serais-je tenté de dire, ou plutôt, si on prend les choses au sérieux, une époque qui peut avoir des accents de tristesse, quand le n'importe quoi prend parfois le pas sur le vertueux. Combien de jeunes lecteurs savent ce qu'ils lisent, combien lisent ce qu'ils savent. Oui, il y a de belles fenêtres qui s'ouvrent, les intervenants nous en parleront, on en parlait au téléphone, avec des médias nouveaux, il ne faut pas jeter le bébé à l'eau du sein, il ne faut pas non plus caricaturer, c'est-à-dire que tout n'est pas bien dans les médias traditionnels, tout n'est pas nul dans les nouveaux médias qui arrivent. Ils élargissent le champ lexical démocratique et républicain, et dans le même temps, on a droit à un temps de rôle à peu près, de la haine, d'injures, de diffamation, de discrimination, qui frisent l'exécution en ligne, qui ne se sont jamais aussi bien portées. Plus de 20% des vidéos sur TikTok contenaient des informations fausses, parcellaires ou trompeuses. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'être présents ici. C'est tout l'enjeu des deux tables rondes qu'a présenté le président. Donc la première que nous allons commencer, pratique sur le sujet pratique informationnelle et usages numériques, quel défi pour nos démocraties. Et ensuite, on débattra de l'éducation aux médias et à l'information, les solutions pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Ça me fait penser au mot de Léopold Sédar Senghor qui disait « les racistes sont des gens qui se trompent de colère », j'aime beaucoup ce mot. C'est finalement, cet après-midi, c'est finalement un peu le débat du diagnostic et des enjeux que nous allons aborder en premier, et ensuite celui des actions et des mitigations que notre société propose. Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan, l'hypercacher, l'affaire Samuel Paty, nous rappellent chaque jour notre devoir de vigilance. Voilà brièvement ce que j'avais à vous dire avant de lancer nos divers interlocuteurs. Simplement, sachez, mesdames et messieurs, que le temps nous est un peu compté, donc je vous ai demandé d'essayer de tenir en 10 minutes, peut-être 10 minutes, un quart d'heure maximum, je serai un peu faible sur le temps, je serai un peu votre... Non, si vous voulez qu'on ait ensuite un débat, qu'il y ait un débat entre vous et qu'il y ait un débat aussi toujours intéressant avec la salle, donc je serai un peu le maître des horloges dans les temps qui courent, pour ces temps de monarchie présidentielle ou de présidentialisme monarchique. Voilà, merci. Donc je vais laisser peut-être la parole en premier à Nathalie Sonac. Vous venez de publier, Nathalie, Le Nouveau Monde des médias à l'urgence démocratique chez Odile Jacob. Vous allez nous éclairer sur les constats que vous avez dressés, déconstruire ce que vous appelez ce paysage en plein désordre, dessiner les contours de ce monde 2.0. De quoi est fait ce contexte de défiance des médias traditionnels et des nombreux défis qui se posent à nous, notamment des positions hégémoniques de certains médias. Bref, notre libre arbitre est-il menacé? Merci. Merci beaucoup. Merci à la choisie de son invitation et dont les savent parler, d'avoir su sur les mots. Donc, bonjour à tous. Oui, merci beaucoup pour effectivement cette proposition de table ronde sur un sujet qui est assez fondamental, puisque derrière il y a notre enjeu de démocratie. Peut-être commencer par un petit constat. C'est vrai que ce que vous dressez est relativement sévère, très sombre. Je crois qu'il faut tenter de faire la part des choses. Peut-être plusieurs éléments. Ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années, c'est vraiment une transformation de notre paysage démocratique. On est passé de 3 chaînes de télévision à 15 chaînes, à 26 chaînes gratuites. Ensuite, il y a une centaine de chaînes de télévision sur le câble satellite. On a des milliers aujourd'hui sur YouTube, grâce en tout cas sur le numérique et en particulier sur YouTube.
Donc on a un véritable changement de façon de s'informer, mais pas de s'informer, finalement il y a une véritable intrusion du numérique dans nos vies. Et ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est le champ informationnel où il y a véritablement notre mise en données, mise en réseau du monde. Et finalement, on parle beaucoup de dataification. Ce terme-là ne peut pas être du tout technique, mais c'est l'idée que finalement, lorsqu'on se retrouve sur le net et que l'on navigue, eh bien c'est nous, mais c'est surtout les données que nous laissons, les données qui nous tracent et qui finalement construisent, sur lesquelles les nouveaux acteurs se construisent et construisent leur modèle. Donc peut-être plusieurs éléments. On a une transformation de notre paysage démocratique traditionnel, l'arrivée de nouveaux acteurs qu'on appelle souvent les GAFA, donc les Google, Apple, Amazon, Facebook, si le bon en fait, c'est l'arrivée des GAFA par la fenêtre. Un peu exemple, bien. Donc un changement de paysage numérique, un changement surtout de la façon dont on s'informe, peut-être un premier point. Un deuxième point, c'est de dire quoi? C'est de dire que finalement, la plupart des plus jeunes, mais c'est vrai de nous tous, s'informent principalement sur les réseaux sociaux, à partir des médias, et donc délaissent les médias traditionnels. Alors délaissent, comme vous l'avez dit, d'abord la presse écrite, mais on constate qu'ils sont moins présents, en tout cas présents différemment dans leur consommation de télévision ou de radio, et eh bien ça pose question, ça pose problème. Alors pourquoi ça pose problème? Pour deux raisons. D'une part, parce que les médias ont besoin d'un public, tout simplement pour exister, et puis ils ont aussi besoin d'un public pour attirer de la publicité qui font vivre finalement les médias. Et vous allez voir, on rentre directement dans le vif du sujet, parce qu'il y a cette transformation des usages, elle embarque une transformation de l'économie. Si on regarde la presse, on regarde la télévision, il y a deux moyens pour s'informer, soit vous payez pour vous informer, soit finalement c'est gratuit. Et si c'est gratuit, ça signifie que l'espace est vendu à des annonceurs qui payent pour vous. Bon, un schéma relativement simple, il date d'il y a plus de 2 siècles, mais lorsqu'on est dans ce paysage-là, eh bien, assez traditionnel, il s'était bien développé, mais lorsque de nouveaux acteurs sont arrivés, eh bien, comme les médias sociaux, ou comme d'autres acteurs en ligne, eh bien, ils viennent absorber l'ensemble des internautes, ils mangent l'audience des médias traditionnels, et en mangeant, en absorbant l'audience des médias traditionnels, eh bien, ils embarquent les annonceurs, ils embarquent leur financement publicitaire. Et ce qui fait qu'on est dans une situation où les médias traditionnels ont de moins en moins de lecteurs, de téléspectateurs, et dans le même temps, ils ont de moins en moins de recettes publicitaires. De facto, eh bien, ça signifie que votre modèle n'est plus viable économiquement parlant. Lorsque votre modèle n'est plus viable économiquement parlant et que l'autre est viable, eh bien, ça pose question. La première question, l'une des difficultés que ça pose, c'est que lorsque les médias sociaux arrivent, donc que ce soit un Twitter, un Facebook, un Google, on en parlera et bien d'autres, et bien finalement, en arrivant, ils ne sont pas simplement des médias nouveaux qui arrivent, ils arrivent avec une puissance et une économie qui est bien plus importante que celle des médias traditionnels. Et c'est là que finalement, lorsque vos médias traditionnels, eh bien, qui jouent le rôle de vecteurs de démocratie, et que ces vecteurs de démocratie sont déstabilisés d'un point de vue économique et qui risquent d'être déplacés par des médias sociaux qui, eux, embarquent leur économie, eh bien, leur puissance économique fait vaciller les médias traditionnels. Alors, on pourrait dire, nouveau chasse l'ancien, et ça a toujours été le cas. À part que ce n'est pas vraiment le cas dans la mesure, enfin, en tout cas, ce n'est pas le cas classique, parce que les médias traditionnels sont des vecteurs de démocratie. Ça, c'est l'ère dans laquelle on se situe et qui pose le débat sur simplement le point économique. Ça se déplace sur un autre point qui est celui du contexte international. C'est lorsque je suis un média en ligne, et il n'y a pas simplement j'existe en France, mais j'existe très facilement partout. On est dans une circulation, une internationalisation des médias avec une facilité de circulation qu'il n'y avait pas auparavant. J'habitais Nice et je disais Nice ce matin, mais je n'avais pas accès véritablement, en tout cas je ne m'intéressais pas forcément à lire la Voix du Nord. Aujourd'hui, j'ai cette capacité à finalement
ce pouvoir de consommer l'ensemble des journaux, l'ensemble des télés, sans me déplacer géographiquement parlant. Donc c'est un point positif, et c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter non plus le bébé avec l'eau du bain, mais on voit bien que dans un contexte d'internationalisation, on a également une question de déconsolidation. C'est-à-dire qu'on a une vraie défiance, et ça c'est ce que vous souleviez au départ, et je pense que c'est un élément important à prendre dans cette table ronde, c'est que cette transformation du paysage médiatique, elle s'accompagne d'un contexte de défiance. Il y a une déconsolidation, il y a une défiance vis-à-vis des médias traditionnels, ça veut dire qu'il y a une défiance vis-à-vis des journalistes, donc il y a une défiance vis-à-vis de l'information qui est véhiculée traditionnellement, qui est filtrée, hiérarchisée, vérifiée par les journalistes. Si on remet en cause le travail des journalistes, eh bien, effectivement, ça pose la question de la confiance. Et la question de la confiance dans une institution, dans un système démocratique est évidemment importante. Cette défiance-là, elle se traduit dans les urnes, elle se traduit par le fait qu'il y a de moins en moins de gens qui vont voter. C'est extrêmement fort aux États-Unis, c'est vrai dans toute l'Europe, et on constate que moins vous avez de médias traditionnels, moins vous avez de gens qui lisent et qui regardent la télévision dans les chaînes traditionnelles, et bien plus on constate, et la corrélation est posée, que vous avez moins de gens qui vont voter. Et cette question de moins aller voter, évidemment, participe de la déconsolidation de nos démocraties et de la mise en danger de ces démocraties. Donc, troisième élément que je voulais partager avec vous, c'est que même si, je souhaite quand même vous le rappeler, Internet est une formidable opportunité de liberté d'expression, d'accès à la connaissance, d'accessibilité pour tous à l'information, on se retrouve, lorsque l'on est en ligne, dans des conditions d'accessibilité à l'information qui est exactement la même d'accessibilité à une désinformation. Accessibilité, ce qu'on appelle la fake news, le discours finalement, les discours de haine, les discours qui n'ont pas été vérifiés, tout ça est très mélangé. Et donc on est dans un paysage informationnel qui s'est finalement totalement déplacé, et on parle ça de désinformation. Donc vous voyez, on a trois éléments semblables, trois éléments en fait qui s'entrechoquent. Un premier élément où le modèle économique des médias traditionnels est en train de vaciller. Un deuxième élément, vous avez un contexte international qui conduit à une déconsolidation pour les éléments que je vous ai évoqués. Et un troisième élément également aussi, c'est que les médias sociaux qui sont en place sont puissants économiquement parlant, quasiment de façon hégémonique, et posent la question à ce moment-là de la concentration, de l'accessibilité, du fait que l'information risque d'être entre les mains de quelques-uns, et qu'en même temps, ça soit totalement poreux, et que nous tous, tout à chacun, mais les plus jeunes aussi, se retrouvent dans les mêmes conditions face à une information que face à une désinformation. Et finalement, dans ce paysage et ce désordre informationnel, pour ma part et dans l'ouvrage que vous avez la gentillesse de citer, il y a beaucoup de propositions, et je ne vais pas prendre trop longtemps la parole parce que c'est important, c'est le débat, mais il me semble qu'il y a deux éléments qui, moi, m'apparaissent comme majeurs. Il y a d'une part une révision complète de la loi de la réglementation, c'est-à-dire une façon de légiférer différemment le nouveau marché de l'information qui se pose à nous, et qui est beaucoup plus large, malheureusement on a accès à plus d'informations, et en même temps on a l'impression qu'on a une concentration et qu'on a moins de liberté. Et ça c'est une vraie problématique presque philosophique, mais en tout cas ça veut dire que la question de la législation et de légiférer est fondamentale, et qu'il faut absolument poser sur la table ces questions de désinformation et des risques que cela contraint. Si j'ose dire, dans 3 ans et demi, nous changeons de gouvernement, si vous voyez ce que je veux dire, et ça me semble pas politiser tout de suite, mais néanmoins ça me semble important. Donc ça c'est un premier pilier. Et un second pilier, parce que je n'irai pas plus loin, c'est évidemment, ça c'est l'objet de notre deuxième table ronde, c'est la question de l'éducation aux médias. On voit bien que l'éducation aux médias est un point essentiel, parce que c'est, plus on est jeune, d'accéder finalement, de comprendre les nouveaux médias, de comprendre l'économie et la fabrique de l'information dans le contexte numérique qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années, et une façon finalement de comprendre comment on se protège, comment on diffuse des informations, et de comprendre finalement ce nouveau marché qui est aujourd'hui désordonné. Voilà. Je ne sais pas si j'avais quelques questions à vous poser, mais je ne sais pas si, avant peut-être de laisser la parole à l'objet, moi j'avais 3 questions qui me permettaient.
peut-être auquel vous pouvez répondre assez rapidement, c'est vous qui les avez analysés, de quoi est faite la défiance envers les journalistes traditionnels, premièrement, et puis vous qui êtes aussi au contact permanent avec les élèves et les étudiants, est-ce que vous les trouvez plus naïfs que nous l'étions nous il y a 30 ou 40 ans quand on était à la fac, dans la façon qu'ils ont de regarder l'information, de l'assimiler, de l'intégrer? Et peut-être, mais on y reviendra un peu différemment, est-ce qu'ils ont eu une façon différente de lire les choses? Voilà. Après, il y a tout le débat sur l'anonymat des informations, mais ça fera peut-être l'objet d'un débat. Il y a eu un procès, moi j'ai vécu particulièrement il y a 2 mois à Marseille, qui mettait en cause le professeur Raoult, ici bien connu, et un de ses proches, où on avait vu sur les réseaux sociaux son ex-bras droit réputé, quasiment injurié, insulté et diffamé, puisqu'il a été poursuivi sur citation directe dans le tribunal de correction de Marseille, suite à tout un tas d'informations qu'il avait délivrées, évidemment sous un compte anonyme qui portait le visage de Jean-Paul Belmondo, qui était le professionnel. Voilà. Mais on a eu du mal, la justice a eu du mal à identifier tout ça. Enfin, 4 questions, mais on peut peut-être refuser la dernière, Mme Sonac, si vous voulez vraiment y aller. Peut-être, merci beaucoup, peut-être plusieurs points. La question du contexte international, de la circulation d'informations, c'est vraiment central. C'est-à-dire que, véritablement, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, et les étudiants comme la jeunesse et comme nous tous, on vit dans un environnement où l'information circule absolument de partout. Et donc, on voit bien que la délimitation du marché ne peut pas être la même qu'elle était simplement il y a 20 ans. Maintenant, peut-être, de façon plus profonde, pour aller plus loin, c'est-à-dire que cette défiance à l'égard des institutions, et là, c'est quelque chose qui est partagé au niveau international, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, au Brésil, en Europe, en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, on observe cette défiance à l'égard des institutions, à l'égard des médias, et on voit bien que, j'y reviendrai, et on voit bien que le numérique n'est pas étranger pour un autre point. Peut-être juste le constat, effectivement, on a 46% des Français qui pensent que la démocratie marche mal. Et on a 29% qui pensent que les élections ont été faussées, et on a 79% qui sont favorables à la mise en place d'un contrôle de la véracité dite par les médias. Donc, parmi cette défiance que l'on observe de tous, en fait, vis-à-vis des médias, vis-à-vis des institutions en général et des médias en particulier, les Français sont particulièrement mal placés. C'est-à-dire qu'on est particulièrement défiant vis-à-vis des institutions, défiant vis-à-vis des médias et donc des journalistes. Et l'autre point qui permet certainement d'être un élément d'explication, c'est que le rapport de Reuters Institute sur le journalisme en 2022, il nous disait qu'on était passé en 2019 de 29% à 36% des gens qui déclaraient ne pas avoir consulté une source professionnelle d'information. Donc c'est-à-dire quasiment 40% des populations qui ne consultent pas une source d'information. Et c'est là qu'en fait, il faut absolument reconsidérer ce champ d'information, notamment normatif, parce que cette possibilité d'accès et d'accessibilité de tous à l'information dans le champ numérique a conduit aussi également à ce que des nouveaux acteurs, on parle des réseaux sociaux ou des plateformes numériques, s'emparent du fonctionnement de ce marché en désordre informationnel. C'est-à-dire que d'un point de vue, lorsque je circule, lorsque je suis sur un site, eh bien, le fait de me loguer, le fait qu'il y ait de la trace, le fait que finalement, ces acteurs-là, de par leur modèle économique sur l'algorithmie et l'intelligence artificielle, connaissent parfaitement l'ensemble des individus, ils nous connaissent, en fait, on dit même, il y a des anthropologues qui disent, finalement, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Et cette capacité qu'ils ont à mieux connaître que nous-mêmes, eh bien, a une incidence, une possibilité, leur donne la possibilité d'orienter les messages qui sont véhiculés. Et c'est là que c'est le bas blesse, et il y a beaucoup d'exemples qui ont été mis en évidence, où le vote du Brexit, le scandale, peut-être que vous en avez entendu parler, qu'on a appelé le Cambridge Analytica, où finalement il y a 83 millions de profils américains d'utilisateurs, de profils d'utilisateurs qui ont été absorbés
par cette agence d'influence et qui a permis d'envoyer des messages qui étaient exactement profilés tels que vous les voulez. Donc le fait que lorsqu'on s'informe sur les réseaux, cette possibilité de logique d'enfermement, cette possibilité de parfaitement nous connaître, eh bien finalement conduit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à un possible perte de libre arbitre, hein. Et cette perte en fait, de libre arbitre, évidemment, est une question démocratique fondamentale. Donc pour pas être sans être technique, mais néanmoins, dans ce nouveau champ informationnel qui est celui du numérique, les acteurs qui en sont propriétaires ont une possibilité, juste technique, d'être capables de nous embarquer dans un endroit où on n'en a pas forcément envie, ou de rester enfermé dans une bulle dite informationnelle, et dès lors, je peux l'utiliser d'un point de vue politique pour vous faire voter d'un côté, pour vous faire voter de l'autre. Donc la prise du Capitole, bien, tout ça sont des éléments de déconsolidation de démocratie, d'utilisation des réseaux sociaux, et finalement qui créent énormément de défiance de façon générale du contexte dans lequel nous sommes et dans lequel sont plongés les journalistes. Et peut-être un dernier point, c'est que finalement, lorsque vous regardiez il y a une vingtaine d'années, ou on va dire 25 ans, seuls les journalistes étaient en capacité de diffuser l'information. Les journalistes étaient ceux qui traitaient, collectaient, triaient, hiérarchisaient l'information et puis la diffusaient, la distribuaient. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce tout simplement à un iPhone, on a tous un téléphone portable, smartphone dans notre poche, eh bien on a tous finalement cette possibilité de se penser journaliste en prenant une photo, en la taguant, en la diffusant, en la redistribuant, et cette possibilité met finalement sur un même à équidistance, équiplan, eh bien quelqu'un qui a envie de diffuser une bonne information, une fausse information, d'un journaliste. Or, il n'y a aucune déontologie dans ce cas-là, parce que je le fais comme citoyen lambda, même si je n'ai pas forcément une mauvaise intention, mais il n'empêche que ce n'est pas mon métier, eh bien on voit bien que celui qui va la recevoir va recevoir une fois encore dans les mêmes conditions une information qui peut être une désinformation. Et ça participe d'un brouillage et finalement d'une méfiance ou d'une défiance à l'égard de ce que l'on peut lire, puisque ce qu'on peut lire peut émaner d'un journaliste dont c'est métier, je pense que Julien Blanc pourra nous le dire et le dira mieux que moi, que d'un monsieur ou madame lambda qui a en plus une intentionnalité. Donc il peut y avoir une volonté politique d'orientation et dans le même temps une défiance générale parce qu'un désordre complet. Merci Mme Sonac, merci. Sophie, je vais vous laisser la parole maintenant. Peut-être comment ce nouveau monde étend la démocratie tout en la fragilisant, même si on a déjà un peu le sujet. Comment les médias sociaux viennent parfois caricaturer les problèmes que posaient déjà certains médias. Je pense notamment à la montée de certains discours autoritaires, démagogiques, voire populistes, et de l'effet de contagion dont vous avez parlé Mme Sonac. Vous m'avez parlé au téléphone de Cyril Hanouna et aussi de l'Empire Bolloré. Où sont les enjeux selon vous? Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc vous posez des questions qui sont très très vastes et en fait on est sur des choses qui sont des phénomènes sociaux qui sont extrêmement complexes. Donc ce qu'il faut juste comprendre, c'est déjà que voilà, même nous en tant que chercheurs, on cherche beaucoup à comprendre, c'est très compliqué. Ce monde numérique vient rajouter de la complexité et donc vient solliciter chacun aussi pour comprendre cette complexité. Et donc ça nous oblige tous, ce n'est pas évident hein, sur le plan de la population dans son ensemble, à gagner en compétences intellectuelles et je vais pas dire informatique, mais au moins en compétences intellectuelles et de compréhension. Moi j'avais envie de rebondir juste sur la question de la défiance, ensuite je vais reprendre vos questions, mais sur la question de la défiance, en fait, il faut comprendre qu'il y a toutes sortes de défiance. Et c'est pas parce que nous sommes dans une société de défiance. Pour une part, c'est lié à des enjeux politiques, c'est-à-dire à une méfiance vis-à-vis des institutions, une méfiance vis-à-vis de la compréhension du fonctionnement du politique, ce dont on se rend compte notamment, c'est qu'il y a un niveau très élevé de défiance, mais qui n'est pas le même dans tous les pays, qui est très élevé en France, en Turquie et aux États-Unis notamment, avec des écarts sociaux très importants. C'est-à-dire que plus on est dans des milieux populaires modestes, plus on est dans la méfiance, plus on est dans les milieux favorisés, plus on a l'impression de comprendre comment fonctionne le monde et le pouvoir, et aussi comment fonctionnent les médias, et plus on est dans la confiance, même si évidemment tout ça est ensuite très
très différents. Mais ensuite, il y a aussi le fait que la défiance, c'est aussi la situation de l'individu moderne, en fait. Et que cela fait partie, parce qu'on oppose comme ça défiance et esprit critique, etc. Mais il faut bien voir que c'est un peu la même chose quand même. C'est-à-dire que, pour une part, ce que nous permet, ce qu'a permis le numérique, en fait, entre autres, et les médias sociaux, moi je vais aborder, donc la question va plutôt présenter les dimensions économiques des problèmes, moi je vais l'aborder plutôt sous l'angle sociologique des usages du numérique. Et ce que les médias numériques ont changé dans nos pratiques informationnelles, c'est quelque chose de très important, qu'on appelle parfois le web participatif, c'est-à-dire qu'ils ont transformé la place des publics. Ce qui ne veut pas dire que tout un chacun publie en permanence et ni se prend tout à fait pour un journaliste, mais ils ont transformé la place des publics parce que leur modèle d'affaires repose sur le fait que chacun se prend un média. Donc c'est pas une mégalomanie généralisée qui fait que chacun se prend un média, non, c'est une injonction qui est faite par ces grandes industries du numérique, mais d'abord Facebook, de se croire, de donner un espace, donc c'est un gain de liberté aussi, un espace pour l'expression des individus. Et c'est une aspiration profonde. Et la crise dans laquelle nous vivons aujourd'hui, pour la comprendre, il faut aussi l'articuler à cet espace, cet immense espoir qui est peut-être encore plus fort dans les classes populaires d'ailleurs, que les médias sociaux permettent un accès à l'espace public et à la reconnaissance sociale qui est associée à cela. Et donc ensuite, toutes les paroles un petit peu méprisantes, etc., de certains hommes politiques ou gouvernements, etc., sont d'autant plus mal perçues que précisément ce que laisse entendre, ce qu'ont révolutionné les médias sociaux, c'est le fait que c'est un idéal auquel les Français sont très sensibles de l'égalité. Donc ça, c'est un point très important. Alors, sur les plateformes numériques, ça rejoint ce que disait Nathalie Sonac à l'instant, sur les plateformes numériques, cette participation, elle est orientée. Elle est orientée, non pas, à mon avis, parce que moi je travaille beaucoup sur des entretiens pour savoir ce que les gens font sur les réseaux, comment ils perçoivent. Je fais une grosse enquête notamment sur la manière dont les adolescents réagissaient face aux images violentes, haineuses qu'ils pouvaient recevoir sur leur compte de réseaux sociaux. Cette participation, elle est orientée par ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Un mot un peu valise, pour dire que ces interfaces vont favoriser certaines manifestations des publics sous des formes imagées, c'est les emojis, c'est les likes, c'est les j'aime, etc. Donc à la fois il y a une ludification de la communication, tout ça est tout à fait en phase avec le modèle économique qui vise à récupérer des traces, donc à favoriser le plus possible la communication rapide. Et en même temps, ça pose un problème démocratique, puisque les critères qui vont favoriser tel ou tel message, malheureusement, ce n'est pas forcément ce que vous cherchez. C'est le discours que les plateformes tiennent en disant on va vous personnaliser votre fil de recommandation. Donc, ce qu'ils font surtout, ils le personnalisent à 20%, tout le reste, c'est des choses qui s'imaginent que vous allez pouvoir cliquer vite dessus. Et ces systèmes de gratification, ludification, etc., favorisent les discours haineux. Et ça, on le sait depuis un certain temps, on le sait avec Cambridge Analytica, on le sait encore plus récemment avec les révélations de Process Haugen, qui après, malgré toute la pression qui avait été exercée par le Congrès américain sur Zuckerman, donc le PDG de Facebook, a montré que, en fait, non, ça continuait, c'est-à-dire que les algorithmes de Meta, donc de Facebook, Instagram, continuent à favoriser des messages qui sont susceptibles d'être les plus affectants, c'est-à-dire ceux qui vont susciter le plus de colère, d'indignation. Ensuite, que vous soyez violent, que vous soyez pro-fasciste, pro-autoritaire, ou que vous soyez indigné, à la limite, ça leur est complètement égal. Ce qui compte, c'est que ça circule. Et ça, c'est un problème de démocratie fondamental, parce que ces industries ne tiennent pas compte du consentement et de la volonté des personnes.
et considèrent que elles vont, en jouant sur les pulsions des gens, parce que du coup, chacun d'entre vous, moi je l'ai vu auprès d'adolescents, mais je veux dire, ce sont des données universelles, chacun d'entre nous, quand on reçoit un message violent, choquant, haineux, raciste, etc., ne sait pas quoi en faire. Est-ce qu'on le partage? Est-ce qu'on ne le partage pas? Est-ce qu'on le partage pour le dénoncer? Est-ce qu'on le partage parce qu'on le trouve marrant? Est-ce qu'au contraire, on va éviter, passer dessus, etc. Voilà, donc j'ai découvert que ces questions-là, c'est un questionnement éthique, en fait, qui est fabriqué par cette confrontation qu'impose ce système de divulgation, de diffusion des messages, et qui est très important, et qui fait à la fois perdre du temps, qui peut déprimer, parce que quand Nathalie, c'est vrai, quand tout à l'heure tu disais qu'un certain nombre de plus en plus de personnes s'éloignent des sources journalistiques, je crois que c'est aussi tout simplement qu'ils s'éloignent des informations, parce que, et ça on le voit dans toutes les démocraties, donc dans la démocratie libérale c'est un vrai problème, parce qu'ils s'éloignent de ce qui déprime en fait. Donc c'est parce que les gens, c'est pas forcément parce qu'il y a de la défiance, c'est aussi parce que les informations sont très angoissantes. Et moi, ça fait longtemps que j'ai des témoignages en ce sens-là, je veux dire, et malheureusement pour nous, et malheureusement pour les jeunes, l'accumulation des problèmes ou des actualités angoissantes ne cesse d'augmenter. Donc la question c'est, voilà, donc c'est les défis pour la démocratie, il est multiple, mais il y en a déjà deux, c'est-à-dire le premier, ça va être de comprendre et de faire une place à ce désir de participation qui a été étendu à l'ensemble de la population. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, à mon avis, ça, en tout cas, ça fait partie des raisons pour lesquelles un gouvernement qui veut agir d'une façon, on a dit, maintenant on ne le dit plus, parce que ça ne fait plus rire personne, mais jupitérienne ou autoritaire ou trop verticale, est perçue de façon tellement comment dire, émotive en fait par, quand je le vois auprès des étudiants, etc. C'est parce que on a eu l'idée, on partage l'idée que dans nos sociétés individualistes et expressives, eh bien, le point de vue de tout un chacun, il doit être respecté et la dignité, elle doit aussi être prise en compte par le gouvernement. Et du coup, il y a cette question de savoir comment on fait cette place à une participation qui est d'autant plus nécessaire que nous avons affaire à des défis qui ne sont pas seulement des défis politiques, ne sont pas seulement des questions de haine, mais aussi des enjeux climatiques, etc., qui peuvent susciter aussi des conflits, évidemment, on l'a vu également récemment. Donc, il y a ce grand défi-là qui vient se superposer à la question de comment on va faire respecter les règles, par exemple les règles de civilité, bien sûr, sur les plateformes numériques. Et ça, c'est un énorme problème, parce que, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais parce que ces grandes plateformes sont non seulement des plateformes états-uniennes ou chinoises, et donc leur régulation principale, elle ne s'effectue pas au niveau européen, même si le droit européen se développe et essaie d'imposer un certain nombre de règles. Aujourd'hui, moi ce que je constate, je serais peut-être en désaccord avec les personnes autour de cette table, mais moi ce que je constate, c'est qu'on est dans une opacité qui reste extrêmement grande sur la manière dont ces plateformes qui gèrent des espaces publics essentiels à nos démocraties, comment elles les gèrent, comment elles les modèrent, quels sont leurs critères, etc. Et ça, c'est un énorme problème. C'est un problème d'asymétrie en réalité. Donc c'est un problème de souveraineté. Je suis étonnée que cette notion de souveraineté n'apparaisse que maintenant. Ça fait longtemps qu'on aurait dû la poser. C'est cette asymétrie entre des industries qui sont objectivement soit états-uniennes, soit chinoises, et des États européens qui, pour l'instant, à mon avis, ne réussissent pas à se faire respecter. Qu'est-ce qui se passe dans ces contextes-là? Dans ces contextes, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dérégulation publique, donc, par rapport notamment au système audiovisuel que le CSA, sur lequel des instances comme le CSA ou l'ARCOM ont pu agir, donc une dérégulation publique. Mais cette dérégulation publique, c'est justement elle qui va favoriser l'augmentation de la conflictualité. Et conflictualité,
ça va aussi avec l'émergence et la diffusion de formes de censure privée. Je veux dire, derrière les discours de haine, c'est aussi des discours qui visent à la censure de certains propos, voilà. Et donc, voilà, avec des idéologies qui sont diverses, mais moi j'ai rencontré beaucoup notamment d'idéologies religieuses qui pouvaient favoriser des discours assez violents, notamment vis-à-vis des femmes et des homosexuels. Alors, d'ailleurs, j'avais réalisé, il y a 3 ans, avec Laurence Corin, nous avions réalisé une petite enquête, on est d'ailleurs venu voir la LICRA à ce propos, pour savoir un petit peu comment les défenseurs des droits humains, dans les associations de défense des droits humains, comme d'autres, mais d'autres aussi, comment elles voyaient les choses, comment elles voyaient cette lutte contre les discours de haine. Et ce qui nous avait absolument sidéré, donc c'est aussi parce que chacun d'entre nous est dans un double mort ou dans une bulle de filtre sur le numérique, c'est la violence à laquelle les personnes, en tout cas avec lesquelles nous nous sommes entretenus, la violence à laquelle elles avaient affaire, c'est-à-dire les messages que reçoivent sur leur téléphone portable les responsables ou les représentants d'associations, notamment féministes, de lutte contre l'homophobie, mais aussi contre le racisme. Et je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle et on a raison de dire qu'il faut protéger les journalistes, même si font partie aussi des personnes exposées, il faut protéger les agents publics, je suis d'accord, mais est-ce qu'on pense aussi à protéger les défenseurs des droits humains? Et je trouve que ça devrait être... voilà, moi j'ai été sidérée, encore une fois, de la violence que ces personnes-là pouvaient recevoir sur leur téléphone, sur leur portable, etc. Ensuite, par rapport aux médias sociaux et aux médias historiques, on ne peut pas les opposer, ça n'a plus de sens, même si ce qui a été décrit tout à l'heure par Nathalie Sonac est évidemment la réalité, c'est-à-dire qu'on a des GAFAM qui ont pompé les ressources publicitaires et donc qui ont appauvri les médias nationaux, mais en même temps, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a un pourcentage très important de personnes qui vont aller consulter les médias nationaux, vont passer par Google Actualité ou les réseaux sociaux numériques. Et donc c'est pour ça que ça n'a pas de sens d'opposer aujourd'hui des médias historiques qui seraient pacifiés, qui seraient pluralistes, etc. Et puis des médias sociaux qui seraient des sources de haine permanente, de discorde, de déstabilisation. En réalité, il y a une complémentarité. Aujourd'hui, aucun média, rares sont les médias, peut-être que Bernard a enchaîné encore, mais rares sont les médias qui ne sont pas présents, médias historiques ou autres, qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux numériques. Moi, j'ai des chiffres quand même, d'ailleurs, c'est la même source, du rapport de Reuters, qui montre quand même qu'aujourd'hui en France, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais on a encore 64% des personnes qui s'informent par la télévision et qui privilégient la télévision comme source d'information devant les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que ça, selon l'âge, évidemment, les choses sont différentes, mais la télévision reste un média extrêmement important. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Alors, je suis désolée parce qu'il y a un journaliste de France Télévisions qui va me détester, mais tout dépend du média que l'on consulte. Je veux dire, ce que nous pouvons constater quand même, c'est que sur certaines chaînes, donc sous couvert de divertissement, on a des émissions de télévision comme des PMP qui diffusent des propos, qui laissent diffuser des propos extrêmement problématiques. C'est pour ça. Non, bien sûr. On a aussi, je veux dire, le système de l'économie d'attention, il n'est pas réservé aux chaînes, il n'est pas réservé aux médias sociaux, il leur préexiste, il existe sur les chaînes commerciales, c'est le principe de la publicité. Malheureusement, France Télévisions, pas dans son ensemble, mais ponctuellement, on peut être très étonné quand même que certains essayistes d'extrême droite trouvent une place sur certaines émissions de France Télévisions
à des horaires, voilà, où on pourrait, voilà. Alors, au nom du pluralisme, en tout cas, il y a raison d'expliquer ça, parce que c'est vraiment justement la question sur la concentration, le pluralisme, c'est justement un point central. J'imagine que ça participera de la discussion. Ouais, mais moi je pense que c'est aussi la recherche de l'audience facile qui fait qu'on peut donner la parole, et on a des exemples sur 30 ans, on peut donner la parole à des personnalités d'extrême droite qui n'auraient jamais eu autant de notoriété sans cela. Et c'est pas seulement récent. Et puis, comment dire, on a aussi des chaînes d'information qui sont devenues un des outils premiers aussi d'information des Français aujourd'hui, hein. Des chaînes comme BFM TV ou d'autres. Et cette chaîne, on peut le voir, on le vérifier à chaque instant, qui vont privilégier des séquences de violence à longueur de journée, au lieu d'expliquer, au lieu de prendre le temps, elles font le temps, puisqu'elles sont quand même en continu, au lieu de prendre le temps d'expliquer quels sont les contenus politiques qui peuvent être à l'origine de ces violences. Je pense notamment tout récemment au traitement qui a été fait sur l'affaire de Sainte-Soline, où certains médias écrits ont pu, au contraire, comme Le Monde, donner un certain nombre d'explications, etc. Sur les faits, on avait des images de violence attribuées aux manifestants, sans expliquer, sans arriver à comprendre. Or, ça, c'est aussi un déni de démocratie qui se fait aussi sur les chaînes de télévision et pas seulement sur les réseaux sociaux. Mais je vais m'arrêter là. On a tout à l'heure, je donner la parole à Julien. Ça fait des années que vous chassez les fausses informations. Je voudrais bien que vous nous expliquiez un petit peu quel est le processus qui est utilisé, comment vous les craquez, qu'est-ce que vous avez découvert, comment la désinformation aussi globalement. Vous avez sans doute des exemples où vous m'avez parlé au téléphone de quelle est la place des anonymes, quelle est la place des influenceurs, qui profitent de tout ce système. Le micro fonctionne. Déjà, je ne m'avais pas fâché du tout parce que je suis dans l'ensemble assez en accord avec vous sur tout ça que vous faites. À l'immédiat, il y a des médias, il y a les journalistes, il y a les journalistes. C'est la même éthique et la même façon de travail et de partage ensemble. Pour en revenir au surmulot, parce que j'ai bien aimé l'anecdote du surmulot, la vidéo du surmulot postée par un politique qui explique que ça vient à la fois que Paris est sale, qu'il y a des propos comme ça. C'est marrant que vous donniez cette anecdote parce qu'on est allé parler avec l'homme politique, donc c'est un conseiller municipal LR qui a sorti cette vidéo de surmulot. Surmulot, c'est des rares, un peu moins, mais en fait. Et du coup, on lui a dit, mais vous voyez, c'est pas la première fois, vous postez des vidéos, et à chaque fois, c'est des vidéos qui sont soit datées, ça fait 2-3 ans, soit carrément qui sont fausses, c'est des vidéos qui les dorment. Vous avez fait la même chose avec des vidéos de voitures carbonisées, éclatées par des manifestants, alors qu'en fait, c'était une vidéo qui datait d'avant. Et alors, il ne voyait pas de problème. Il a dit, mais il y a bien des rats à Paris. Oui, il y a et ben, il y a bien des gens qui cassent des voitures. Oui, d'accord, il y a bien des gens qui cassent des voitures. Donc, on voit bien le problème, c'est qu'en fait, on a un agenda politique, on a des idées à faire passer, et après, peu importe le message qu'on va diffuser, le support, c'est plus important. L'important, c'est l'idéologie. Ça rappelle quelqu'un, mais ça rappelle directement Trump, non? En fait, finalement, les faits, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est les opinions qui viennent derrière. Et les opinions sont plus importantes. Et je pense que là, on touche à un problème, c'est une anecdote sur nous, mais on touche à un problème qui est fondamental, c'est que même en politique maintenant, il y a des gens, et de plus en plus de gens, qui considèrent que finalement les faits sont moins importants que le combat politique. Et moi, mon rôle, en tant que journaliste, ce que j'essaye de faire, c'est de toujours rappeler les faits d'abord, parce que c'est sur la base de ces faits qu'on peut avoir une opinion, je pense, avérée. Et ça, c'est très important, je pense que vous êtes d'accord avec moi, dans un processus démocratique. On ne peut pas voter en conscience si on ne connaît pas les faits. Si déjà on n'est pas d'accord sur les faits, ça va être compliqué ensuite de voter et de savoir pour qui on vote. Voilà. Moi, mon boulot, c'est vraiment d'essayer de rétablir les faits. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de vies, on peut parler, on réfléchit, c'est compliqué de rétablir les faits. Mais on essaie de ne pas rentrer dans les polémiques d'opinion.
Moi, ma société, ceux qui connaissent l'émission, c'est la lutte contre la désinformation, donc je vais vérifier les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, mais aussi les informations qui nous sont données par les hommes et les femmes politiques. Et j'ai essayé de dire comment contenter de dire est-ce que c'est vrai, faux, ou est-ce que c'est la nuance. Parce que souvent le mensonge est dans l'absence de nuance. En fait, les hommes politiques maintenant sont malins par dire quelque chose qui est complètement faux. Mais ils vont systématiquement gommer toute nuance. Sur le débat sur les retraites récemment, on a bien vu que d'un côté comme de l'autre, on essaie de gommer la nuance pour être dans des arguments politiques. Et en fait, c'est du mensonge selon moi. Quand on donne la nuance, on est dans le mensonge. Pour parler de quelque chose de plus concret, je vais vous montrer un extrait, si on peut. Est-ce qu'on a des extraits? Alors, dans 2 secondes, je vais présenter. En fait, on a fait un petit documentaire récemment de l'un de ces que je vous encourage à regarder. Il est sur YouTube, et il est aussi sur les plateformes de France Télévisions. Il s'appelle Désinformation, la contagion. Et l'idée, c'était de montrer qu'on est arrivé à un moment de notre société qui me semble important, où, en gros, on fait un retour sur, depuis les gilets jaunes, ensuite la pandémie. Moi, j'ai le sentiment, alors ça doit être prouvé par des recherches, enfin, je travaille dedans toute la journée, qu'on est passé dans une autre ère de la désinformation. C'est-à-dire que la désinformation se touchait des milieux assez identifiés, particuliers et limités. Je pense aux 7 ans, les gens qui pensaient que les jumelles s'étaient effondrées seules, c'était quand même une minorité. Maintenant, je pense que vous êtes d'accord avec moi, à n'importe quel repas de famille, vous avez tonton, tata, le cousin, qui vient vous dire oui, moi je pense que le vaccin va nous tuer, et puis moi je pense que la Russie, c'est pas eux qui ont connu le massacre de Boucha, et vous, vous retrouvez face à des reportages et vous cherchez des arguments pour répondre à ça. Bon, ce que je voulais avec ce petit documentaire, c'était simplement montrer comment ces réseaux de désinformation se sont étendus dans ces dernières années, grâce notamment aux réseaux sociaux, et puis grâce à des gens, on en parlera, qui ont profité de ça pour se faire du buzz et se faire de l'argent. Et comment c'est en train de saper les fondements de notre société, de notre démocratie. Ça fait des grands mots, ça. Je pense fondamentalement qu'on est dans un moment où notre démocratie est en on a des exemples comme ça, on a parlé de Bolsonaro, je pense qu'il serait assez naïf de penser que ça ne pourra jamais arriver en France. Mais je vais vous montrer un petit extrait de ce documentaire, ce qui m'intéressera le plus, sinon on en parler. Une propagande et un récit repris sur les réseaux sociaux par une frange de la population en France. Des groupes aujourd'hui clairement identifiés. La guerre se déclare et tout à coup, il y a une énorme communauté qui grossit. Toutes ces personnes-là ont partagé des éléments de langage de la propagande ukrainienne, les violars, les nazis ukrainiens, etc., etc. Ici, on retrouve exactement le même écosystème informationnel que pour la pandémie Covid-19, à savoir François Asselineau, Florian Philippot, Yves Podolet-Bourgault, et puis donc aussi Thierry Mariani, Dupont-Aignan. Des personnalités proches de l'extrême droite qui admirent notamment les valeurs conservatrices et la posture autoritaire de Vladimir Poutine. Une idéalisation du régime russe qu'on retrouve chez de nombreuses figures anti-vaccins, comme le chanteur. Qui peut reprocher à Poutine de ne pas vouloir cette décadence occidentale? Ou l'ex-journaliste Richard Boutry qui légitime l'intervention russe en Ukraine. Poutine, dans un souci de défendre son peuple et derrière tout cela la souveraineté de son pays, a bien sûr raison d'intervenir en Ukraine. Un discours qui témoigne d'un certain enthousiasme pour la Russie et son régime. Un sentiment que l'on retrouvait déjà parfois chez les Gilets jaunes. Vous attendez concrètement pour arrêter la musique? Que M. Poutine prenne la parole et raisonne notre guignol de président. Ici, cette manifestante se fait interviewer par la chaîne RT appartenant à l'État russe. Une chaîne qui avait ultra médiatisé le mouvement des Gilets jaunes, notamment par le biais de ses réseaux sociaux. L'espace de débat dans la démocratie se passe de plus en plus sur les réseaux sociaux et les Russes le savent depuis longtemps. Ils sont assez en pointe dans le domaine de la présence et de l'orientation des débats dans l'espace internet, y compris les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est très important. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer avec cet extrait, est-ce qu'on m'entend? Je me rapproche aussi pour la rappeler. C'est pas comme les chanteurs. Bon, celui-là a marché. Ce que je voulais montrer là-dedans, c'est qu'on a des réseaux de désinformation qui se sont créés à un moment
à la base, au départ, avec les Gilets jaunes aussi. Alors, c'est pas de dire que les revendications des Gilets jaunes étaient nulles et non avenues. Dans les revendications des Gilets jaunes, il y avait des revendications sociales tout à fait légitimes, c'est un mouvement social qu'il fallait écouter, on rappelait d'ailleurs. Donc c'est important d'écouter les Gilets jaunes. Mais ils ont complètement contourné le système médiatique habituel. Ils ont dit, nous, on n'a pas confiance dans les médias, on va faire confiance, donc on va créer notre propre système d'échange d'informations. C'était très novateur, c'est un mouvement qui s'est vraiment créé comme ça. Et ce que ça a donné, c'est que du coup, ils se sont organisés de façon très efficace, mais aussi ça a permis de diffuser dans ces canaux-là énormément de désinformation. Et là, il n'y avait plus aucun filtre, plus aucun journaliste. Alors, on pensait ce qu'on veut du journalisme, on essaie quand même de filtrer un peu le phénomène livré. Là, tout circule. Et donc, il y a eu, ça a commencé sur, par exemple, le pacte de Marrakech, des histoires je sais pas si vous vous rappelez le pacte de Marrakech, mais en gros, on nous expliquait que c'était un pacte onusien signé par la France et que ça, c'était sûr, légalement, la France serait obligée d'accepter une immigration massive. Ça, c'est arrivé au moment des Gilets jaunes. L'extrême droite a balancé ça a circulé sur les réseaux sociaux, et ensuite tout le monde, dans les manifestations de Gilets jaunes, reprenait cette même chose en disant mais le pacte de Marrakech, fake news énorme. Bon. Et ça, c'est un réseau qui s'est créé à ce moment-là. Ensuite, le mouvement des Gilets jaunes, petit à petit, a baissé en intensité, mais ce qu'on s'est aperçu, et ce qu'on n'a pas vu parce que vous ne voyez pas sur l'image, mais ça a été étudié par des chercheurs ensuite, ce sont des réseaux qui étaient en fait dormants, et qui ensuite se sont projetés sur d'autres causes. Les liens entre les différents comptes sur les réseaux sociaux existaient, mais ils n'avaient plus de cause commune. Donc on a un moment, ça a baissé. Donc en fait, on voit que la prochaine, par exemple, il y a eu la pandémie. Sur la pandémie, on a commencé à avoir des interrogations sur les vaccins, etc., avec toujours pareil, une sorte de leitmotiv anti-système, anti-État. Et ces réseaux dormants se sont réactivés. Vous avez vu, toutes les petites lumières se réactivent. Et ces liens entre toutes ces petites lumières, se sont réactivés également. Et par capillarité, ça s'est développé. Et ça s'est développé de nouveau pour la pandémie. Après la pandémie, de nouveau, c'était à la recherche d'un nouveau pouvoir, parce que la pandémie, maintenant, on en parle moins. Et là, la guerre en Ukraine est arrivée. Et ces réseaux se sont réveillés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils se réveillent à chaque fois, mais plus nombreux. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'ils se réveillent en dépassant les frontières auxquelles on est habitué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens d'extrême droite. Et oui, l'extrême droite, c'est très bien surfer là-dessus. Et on voit très bien, les leaders derrière, idéologiques, c'est souvent des gens d'extrême droite. Mais ils ont réussi à fédérer des communautés qui étaient très hétéroclites. Il y avait des naturopathes, des gens qui voulaient défendre une santé alternative, etc. Bon, pas forcément des gens dangereux, mais qui se sentaient marginalisés par la médecine qu'ils appellent allopathique, etc. Bon, ils ont récupéré cela. Des profs de yoga, qui pareil, disaient, mais moi je pense qu'on peut soigner différemment. Des gens, même des fois, aussi étonnants que ça puisse paraître, ou aussi peu étonnants que ça puisse paraître, qui viennent de l'extrême gauche, qui eux avaient une critique très du système capitaliste, qui se sont retrouvés dans des passerelles par ces petits réseaux de capitalité, se sont retrouvés en lien et en réseau avec des gens complètement à l'extrême droite. Et ça, c'est vraiment un phénomène, je pense, important à comprendre et moderne, qui fait que notre démocratie, elle n'est plus du tout dans le même état après la pandémie qu'avant la pandémie. Ça, j'espère qu'on discutera tous ensemble, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait et là, je vais plus partager mes doutes que mes solutions. J'ai beaucoup de doutes. J'ai réfléchi beaucoup. Moi, en tant que journaliste, je vois bien qu'il y a un mouvement de défiance contre moi au sens de ma profession. Je vois bien que les gens que je touche, vous, ou les gens qui regardent mon émission, ce pas les gens qui en fait posent problème, au sens où ce pas les gens que je dois convaincre. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je ne sais pas s'il y en a, la discussion sur les réseaux sociaux devient extrêmement compliquée parce que les algorithmes n'ont pas intérêt finalement à avoir la discussion vraiment argumentée les intéresse pas tellement. Ils favorisent le clash et c'est du réseau social anonymat, si vous voulez. C'est ça qui marche. Donc là-dedans, comment rétablir le terrain? Moi, je suis en plein interrogation là-dessus parce que mon travail marche bien. Il y a beaucoup de gens qui regardent, qui me suivent, etc. Le problème, c'est que c'est vous, les gens qui me suivez. Et c'est pas vous que je veux toucher, avec tout le respect que j'ai pour vous. Ce que je veux toucher, c'est votre oncle, votre tante, qui, au repas de Noël, vous dit des choses complètement délirantes. Donc maintenant, c'est comment on fait. Moi, j'ai pas la solution, mais je pense qu'il y a quelque chose que je me suis aperçu, c'est que, en tout cas, on ne peut pas faire porter
quelque part cette responsabilité à nous, les journalistes, uniquement. Moi, on dit souvent, toi, tu es fact-checker, ton boulot, c'est de lutter contre la désinformation. Prendre un titulaire, avoir la meilleure école des nains. Bon, ça peut pas marcher. Tout seul, je peux rien faire. On est quelques dizaines de journalistes, on n'arrivera pas à changer la société. Ça ne peut être qu'un travail commun. Et ça peut être un travail que vous menez à la LICRA, que les pouvoirs publics mènent, parce que c'est les seuls à pouvoir tordre le bras peut-être aux GAFAM, moi je ne peux pas. Il faut que les enseignants soient mobilisés, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec le PMI, avec le CHTK. Mais encore une fois, pas que, parce que croire que la jeunesse est le problème, c'est facile. Et la jeunesse, c'est pas le problème. Parce que moi, je vais beaucoup dans les collèges, ils sont finalement assez peu convaincus par des fake news. Eux, ils les partagent parce que ça les amuse. Ils ont une sorte de doute avec le sourire. Ceux qui sont persuadés qu'on leur ment, qu'on les manipule et qui veulent absolument, qui ont cette haine, quelque part, des gens qui les manipulent, désolé, c'est ma génération et la vôtre. C'est eux qui sont les plus agressifs et les plus violents. Je sais que ça peut paraître étonnant, mais ça c'est un constat. Et donc la question, moi quand je vais intervenir dans les collèges, je demande toujours à ce qu'il y ait les parents et les grands-parents. Et pas souvent. Non, j'arrive à avoir des... Si, j'arrive. Mais je pense que c'est très important parce qu'en fait mon message c'est quoi? C'est les gamins, je pense que je vais réussir à travailler avec eux. Et ils ne sont pas fermés, ils sont encore à un âge où ils écoutent ce qu'on leur dit et ils peuvent changer d'avis. C'est magnifique. Ils arrivent à changer d'avis. Sauf qu'il arrive à un âge où ils ne changent plus d'avis. Et c'est là le problème. Et je pense que ce que je veux dire, c'est que les enfants, il faut parler, il faut que les parents parlent avec les enfants, il faut que les enfants fassent changer d'avis aussi leurs parents, que les grands-parents s'en mettent. C'est un problème de société. Le repas de famille, c'est un vrai repas de famille. On doit tous discuter ensemble. Alors après, ça c'est facile à dire, parce que je sais bien que maintenant, ça se traite aussi avec des... le dialogue est très difficile, même au repas de famille. Et en tout cas, ce qui est sûr, moi je n'ai pas la solution, encore une fois, expliquez-moi vous comment vous vous sentez, ça m'intéresse aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je ne rentre jamais dans l'agressivité. Je ne réponds jamais par le cynisme. Alors je suis quelqu'un qui apparemment peut-être un peu cynique à la base, mais j'ai gommé ça de ma pratique professionnelle. Je ne suis jamais cynique, je ne suis jamais méprisant, et je ne vais jamais... j'évite l'humour le plus possible, c'est triste mais c'est comme ça. Parce que je ne veux surtout pas rentrer dans une position où je prends les gens de haut. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, ceux qui sont des fervents consommateurs de désinformation, c'est pas des délits. C'est trop facile de penser que c'est des gens qui ne réfléchissent pas, des gens qui ne sont pas éduqués. C'est pas du tout le cas. Ceux qui sont les vrais leaders de cette désinformation, c'est des gens souvent assez éduqués et qui pensent qu'ils peuvent tout comprendre mieux que les autres, quelque part au final. Donc ce que je veux dire pour finir, parce que je ne vais pas être trop long, c'est que ce travail se fait forcément ensemble et que je pense qu'au-delà du rationnel, c'est-à-dire que moi ce que j'essaie dans mon émission c'est de vous donner des arguments rationnels pour répondre à Tata fake news. Savoir lui donner des arguments pour répondre à ces fake news parce qu'elles sont toujours très précises. C'est pas facile de dire ah oui mais non tu me dis ça, le vaccin modifie l'ARN, mais en fait on a plus comment ça marche l'ARN. Donc il faut des arguments précis. Et je pense qu'au-delà de ça, il faut ramener ces gens-là dans le cercle commun. Ils ont été emmenés par les réseaux sociaux ailleurs, et il faut que la première chose à faire, je pense, c'est de leur dire ok, t'es toujours ma tante, t'es toujours mon cousin, et c'est pas parce que je dis ça qu'on n'est plus ensemble. On est toujours à table ensemble. Et on discute et on échange. Ce que moi je peux pas faire. Donc sans vous, en gros, pour finir, je peux pas faire. Merci beaucoup pour ces explications, pour le travail qui est extrêmement utile. Moi, je me suis au début demandé un peu aussi pourquoi les journalistes se lançaient dans le fact-checking, parce que on a pu se poser la question de savoir si c'était pas un détournement, c'est-à-dire si les GAFAM, parce que ça a été très incité, si vous voulez, ce travail cette idée que les médias sociaux et notamment ces grandes plateformes numériques diffusent des fake news, c'est très mauvais pour leur image. Donc elles ont voulu montrer qu'elles allaient faire des choses et donc elles ont financé des journalistes, etc. pour lutter contre les fake news. Et on a eu l'impression que finalement elles risquaient de détourner les journalistes dont on a besoin pour qu'ils fassent de l'investigation, pour qu'ils nous apprennent des choses que nous ne pouvons pas nous-mêmes aller chercher.
on a pu se demander si c'était pas un peu un détournement et si non seulement les recettes publicitaires étaient prises aux médias traditionnels, mais en plus leur force de frappe, leurs journalistes pour trier les cochonneries ou les poubelles, on va dire, des réseaux sociaux. Et puis, le sentiment que j'ai, c'est que les journalistes ont trié eux-mêmes un peu les choses qui étaient plus ou moins importantes, sur lesquelles il était plus ou moins important de décider. Mais l'autre chose, c'est que je voulais réagir sur le fait de dire, quand vous dites qu'on s'interroge, parce que c'est vrai que c'est une question qui se pose, enfin que les spécialistes, les politistes se posent aussi bien, c'est l'éventuel rapprochement entre certains discours d'extrême gauche et certains discours d'extrême droite. Et je pense que là, on ne peut pas dire que c'est uniquement, que ce serait les médias sociaux, le numérique qui favoriserait ces rencontres. Non, je pense qu'on est obligé d'avoir une pensée politique par rapport à ces questions-là. Donc s'il y a une montée des discours autoritaires et qu'il y a donc une montée des discours, je veux dire, Armand, vous l'avez expliqué, la démocratie, ça fonctionne sur le questionnement sur la vérité, sur la recherche des faits. Mais moi, j'ai longtemps, beaucoup de temps à comprendre le lien entre parfois des moments d'obscurité. Je ne voyais pas bien le lien entre le mensonge et puis le totalitarisme, mais il est évident. Et donc, c'est une bataille politique. Et quand vous dites que voilà, vous ne pouvez pas seul, bien sûr que vous ne pouvez pas seul, mais vous avez aussi vous-même souligné, donc il y a des idéologies qui sont partagées. Je veux dire, aujourd'hui, on le sait bien, qui est-ce qui a été financé par la Russie de Poutine ou par les banques de Poutine. C'est aussi bien Trump que l'extrême droite française, donc il y a cet anti-américanisme qui est partagé à l'extrême droite. Je ne veux pas dire que le financement de l'extrême gauche, mais il y a un anti-américanisme qui aussi crée des liens dans un moment de conflit que nous connaissons aujourd'hui et qui pose plein de problèmes sociaux, politiques, d'inflation, etc. Donc il y a des rapprochements, on est obligé d'envisager les enjeux politiques au-delà du fonctionnement numérique qui lui-même brouille les cartes, facilite les mobilisations et la confusion, etc. Et donc, voilà. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que vous avez bien souligné le point de départ aussi, c'est que ceux qui diffusent des fausses informations, c'est pas tellement tata fake news ou tonton fake news, ce sont des hommes politiques et des femmes politiques. C'est quand même eux qui sont... je ne dis pas tous, hein, c'est pas ça que j'ai voulu. Non, je veux dire que... Non, mais on a cité, dans la sphère que vous avez citée, vous avez montré à des gens politiques, c'est pas forcément de grande envergure, mais Asselineau, vous avez cité tout à l'heure un député LR qui diffusait. C'est ça que je voulais dire, hein, je ne généralise pas du tout, hein. Non, bien sûr, mais je veux dire que, encore une fois, les fake news, c'est d'abord des enjeux politiques, c'est ça que je veux dire. Et donc, l'utilisation ensuite de tel ou tel argument pro-Raoult contre le Covid, ou enfin bref, derrière, il y a des enjeux politiques, et tous les arguments sont bons, parfois, pour certains, comme vous l'avez dit aussi, hein, je veux dire, la nuance, c'est ça, l'attachement à la nuance, c'est aussi de dire que parfois, pour certains, tout est bon. Et donc, sur les réseaux sociaux, eh bien, ça a des effets qui sont peut-être plus rapides, Moi, j'ai une petite question, peut-être un peu naïve, mais je voudrais vous demander, est-ce qu'il n'est pas inquiétant quand même que, par la société de défiance que vous évoquez toutes les autres que tout le monde et n'importe qui, entre guillemets, les centres sociaux-péjoratifs, comme vous l'avez dit, veuille prendre la parole, veuille diffuser des informations, comme s'il y avait une sorte de tout à l'ego, pardon pour le final, mais de quête de l'ego, de quête de l'information. Je suis le premier sur tel site et je vais photographier, je vais donner l'information, et donc en ça, je me substitue aux journalistes, et je revendique ce que vous avez un peu évoqué tout à l'heure. Et ça, est-ce que c'est pas dangereux, de la même façon que lorsque vous évoquez le rôle des parlementaires, des hommes politiques, c'est de tirer la couverture à eux, quand vous évoquez quand même l'événement du Pentagone, celui qui devrait être le premier défenseur de la démocratie américaine, c'est Trump, qui ne veut pas jouer, qui n'accepte pas la règle du jeu, donc on sait ce qui va se passer derrière. Ça, je trouve que c'est très très inquiétant personnellement, en tant que
je voulais votre regard un petit peu sur cette course à l'anonymat, à l'info que tout le monde devrait divulguer. Je pense que, en tout cas, pour ma part, d'être modéré et évidemment et de prendre en considération la complexité du monde. Il n'y a pas d'opposition. En tout cas, moi, je ne poserai pas les médias traditionnels aux médias sociaux. Aux journalistes sur les chaînes traditionnelles ou les chaînes publiques qui seraient meilleurs systématiquement qu'un journaliste comme un Hugo Décrypte qui est un journaliste jeune, également apparemment, mais en tout cas un jeune journaliste de talent et qui évolue sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut embarquer tout le monde. J'aime beaucoup le mot que Julien Barre a utilisé tout à l'heure, c'est le dialogue. Je pense que c'est essentiel, c'est bien ça. La question pour moi n'est pas un problème, même si je ne partage absolument pas les propos d'extrême droite. Pour moi, le problème n'est pas que ceci soit évoqué. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'évoquer. Il faut juste qu'on s'entende autour de la table pour être capable de se dire est-ce que nous avons les mêmes valeurs? Est-ce que factuellement, on s'entend tous pour dire qu'à cette table, il y a 4 micros? Si on peut discuter de la taille du micro, que la couleur ne me convienne pas, qu'il y en a qui ont un chapeau et pas de chapeau, que finalement, ma voix est déformée alors que celle de Sophie, pas du tout. Ça, on peut discuter de ça. En l'occurrence, le fait de discuter qu'il y ait 4 micros, pardon, c'est un exemple pourri, je le donne, mais il suffit qu'il y ait mieux. Sur la table, c'est là que les faits sont fondamentaux. On peut ne pas entendre, une fois encore, mais pas sur le fait. Ça, c'est un point central. Il ne faut pas, je trouve ça pas bon, de ne pas embarquer les médias sociaux. C'est fantastique. C'est une opportunité extraordinaire, le numérique. Une fois encore, l'expression, les printemps arabes, c'est fantastique, le MeToo. Le MeToo qui est né sur les réseaux sociaux, ont peut-être fait avancer 100 fois plus sur la liberté de la femme, sur cette possibilité d'expression, sur la lutte contre les féminicides. Ça, on va plus avancer peut-être en 5 ans qu'en 200 ans. Donc, c'est trop facile. En revanche, on est dans un monde qui semble aujourd'hui beaucoup plus complexe qu'il ne l'était. Et ce monde plus complexe, il faut l'embarquer, il faut le comprendre, il faut le dialoguer, il faut l'expliquer, il faut y avoir de la pédagogie. Lorsque tout à l'heure j'ai réagi, Sophie, ensuite tu précisais à juste titre, ça, finalement des hommes politiques peuvent également s'emparer aussi des médias sociaux pour divulguer leurs opinions ou voire de la désinformation. Et évidemment, c'est un nouveau moyen d'expression dont tout le monde s'en empare, mais certainement pas plus eux que d'autres contraires. Après, c'est les effets négatifs, c'est les externalités. Donc l'externalité d'un média, toute externalité positive, et la raison pour laquelle les médias traditionnels sont des vecteurs de démocratie, sont indispensables à la démocratie, parce que c'est un vecteur de connaissance, ça véhicule la connaissance, ça permet aux consommateurs de devenir citoyens. Et dans le nouveau monde dans lequel nous évoluons, qui est celui du monde numérique, eh bien, les modalités d'expression ont changé, et tout à chacun peut s'en emparer. Moi, je pense que d'un point de vue humain, c'est absolument extraordinaire que nous puissions tous nous exprimer, et finalement, ce ne sont pas simplement les sachants qui prennent le micro, encore, mais justement que celui qui a une envie, une opinion, une envie de s'exprimer. Après, et c'est là qu'il faut absolument expliquer, et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon ouvrage « Le nouveau monde des médias avec une urgence démocratique », il y a une urgence démocratique. Cette urgence-là, c'est que la désinformation, la circulation de fake news, la circulation de contenu haineux, et c'est ici que je le dis dans cette assemblée et devant vous qui connaissez ces questions-là mieux que moi, elle est délétère pour la démocratie, parce qu'elle tue le dialogue, elle tue le vivre ensemble. Et on voit bien que ce vers quoi on tend, ce vers quoi les autres ont déjà, pour certains, basculé. Il y a une phrase de Hopkins que j'aime beaucoup qui dit « L'ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance ». Et là, et je reviens à ces propositions, moi aussi, évidemment, tout le monde en discute avec vous, et j'ai réfléchi à ces questions, et je pense qu'il y a vraiment 2 piliers fondamentaux. On rajouterait un troisième, et celui-là, je suis sûre aussi qu'il va plaire à Julien, même si l'idée n'est pas tout à fait, Julien, mais parce que depuis tout à l'heure, on essaie, hein. Mais c'est également le pilier à la fois de l'école, et l'école est indispensable, et indispensable tout au long de sa vie, on le sait d'autant plus parce que le monde est complexe.
C'est la loi, pardon d'y revenir, c'est peut-être décision de CSA, mais qui est indispensable de dire on fixe un cadre. Et ce cadre-là, il y a des règles au feu rouge. Je ne brûle pas un feu rouge parce que je peux tuer quelqu'un, et si je le brûle, bien évidemment, il faut qu'il y ait des règles, qu'on se réentende et qu'on redéfinisse forcément ces règles-là, dans la mesure où le marché et la réglementation n'est plus la même. Et le troisième élément, et c'est un élément extrêmement perturbant, ça a été ces dernières semaines, peut-être depuis la dernière élection européenne, présidentielle, pardon, mais ça existe depuis très longtemps, mais la petite musique a particulièrement sonné, et vous aurez certainement remarqué, vous aussi, comme moi, c'est la petite musique que le service public ne sert à rien, on peut vendre une chaîne, une deuxième chaîne. Alors que, finalement, c'est aujourd'hui, plus que jamais, pas moins qu'avant, mais beaucoup plus qu'avant, qu'on ait besoin, justement, là encore, à la fois des médias qui soient pluralistes, même ceux que je n'aime pas, parce qu'ils font fouiller mon opinion, c'est qu'ils soient pluralistes, ils soient divers, ils soient variés, ils ne soient pas concentrés entre les mains de quelques-uns, et que nous ayons un service public dont le financement soit pérenne, et qui nous garantisse, justement, lui aussi, de par sa présence, de par sa force, un équilibre fondamental que représente justement, et ce qu'il représente, et d'ailleurs il est plébiscité par l'ensemble de la population, notamment en matière d'information. Lors de la crise des Gilets jaunes, les chaînes de télévision auxquelles nous faisions, nous, Français, le plus confiance, c'était France 2 et France 3, qui arrivaient à 72%, 69%. BFM était qu'à 52%. Donc on voit bien que, là encore, c'est très fort, on dit beaucoup de choses facilement, et Hanouna et patati patati, c'est pas lui qui occupe le paysage médiatique, enfin, faut pas dire n'importe quoi non plus, c'est 150 millions de gens et d'utilisateurs qui vont sur Facebook, là, les fils Facebook News, pardon, en français d'information, chaque mois par mois, c'est 600 000 téléspectateurs Hanouna. Donc, nous n'en pas non plus n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il est présent, ça importe, on en parle, mais c'est pas ça la sphère médiatique. Aujourd'hui, la déréglementation du paysage informationnel est bien plus importante parce que les piliers de cette information sont en train de vaciller, parce que les médias, économiquement, sont en train de vaciller, que nous devons absolument nous relever, prendre en compte la façon dont aujourd'hui on s'informe, et une fois encore, on peut très bien s'informer sur les réseaux sociaux, en ligne, et via les médias traditionnels, l'opposition n'a plus de mille, mais en revanche, il faut pouvoir repenser immédiatement le cadre de la réglementation et de la loi pour savoir quelle société nous voulons, vers où on va. Finalement, ce dont on a besoin, c'est certainement, et c'est comme le mot ici, c'est d'une politique, d'un cadre. Qu'est-ce qu'on veut que notre société soit et combien nous devons réavancer, réintroduire, réimplanter les médias par lesquels nous tous, petits, jeunes, plus âgés, nous informer parce que c'est central pour encore faire du dialogue et vivre en commun. Oui, je voulais juste, sans aucune contradiction avec ce que je veux dire, juste essayer de voir pour quelles raisons les journalistes, comme chacun qui est à cette table, donc qui se battent contre les manipulations d'informations, et on sait que c'est pas seulement des individus, on sait grâce aux storytellers que ce sont des entreprises et que derrière ce sont des États. C'est pour ça que je rappelle que c'est des enjeux évidemment politiques, et donc évidemment qu'il faut du soutien, évidemment qu'on a besoin de chaînes de services publics, et c'est par hasard, si je suis désolée, mais justement, qu'est-ce qui a relancé la bataille contre le service public? C'est précisément Hanouna, qui n'est que le fer de lance de Bolloré. Et ce que je voulais dire, c'est ce qui est intriguant aujourd'hui, et ça fait 15 ans qu'on est avant même Hanouna, on avait du donner sur YouTube, et c'est différent. Mais je veux dire, on avait des discours qui, sous couvert de l'humour, diffusent du racisme et de l'antisémitisme. Et Hanouna ne diffuse pas que, enfin, plutôt dans les discours qu'il a pu véhiculer sont des discours d'extrême droite par ailleurs, enfin
moi j'ai pu, en analysant de façon très précise certaines émissions, montrer à quel point l'europhobie était présente, le sexisme était présent dans ces émissions, des solutions très, très rapides qui sont spécifiques des discours populistes. Il y a un problème, on va tout de suite résoudre le problème, mettre en prison, pourquoi pas faire la peine de mort, etc. Ces discours-là, c'est plutôt ça qui est chez les chaînes sont importants. Et ils diffusent fortement. Et ils rendent, parce qu'on est dans un contexte de divertissement, c'est le point que j'aurais fait, le lien que j'aurais pu me permettre entre les données et Hanouna, c'est simplement le fait que le divertissement, entre guillemets, humour, puisse être utilisé pour diffuser des discours politiques antidémocratiques, je dirais, fondamentalement. Et ça, c'est troublant, parce que comment est-ce qu'on peut appliquer des règles à des émissions de divertissement? Je n'ai pas compté le nombre de fois où ça a sanctionné, et à mon avis, il aurait pu le faire davantage, mais où il a sanctionné la chaîne C8 pour... Voilà. Comment se fait-il que cette émission soit encore à l'antenne? Ça montre que même dans un... Je suis désolée, mais ça montre, de mon point de vue, je parle à titre personnel, de mon point de vue, ça montre que même dans des espaces qui sont régulés, dans lesquels le CSA a un pouvoir important, et qui sont commune mesure avec ce qui existe en termes de régulation sur YouTube ou sur Internet, on n'arrive pas à faire respecter le pluralisme, à faire respecter l'absence de discours haineux, sexistes, etc. Et que finalement, ces chaînes-là, comme je peux en citer d'autres d'ailleurs, continuent continuent à diffuser de façon divertissante des discours qui sont des discours qui poussent au conflit et qui traitent des questions importantes, qui traitent des questions, je veux dire, qui montrent c'est pas du tout nouveau à la télévision, mais les chaînes-là, ça devient systématique, parce que c'était pensé quand même que c'était un animateur dont nous attendions qu'il soit peut-être le discutant du second tour. Je veux dire, c'est pas du tout une personnalité secondaire, c'est devenu une personnalité qui tient une place très importante. Et ensuite, je ne voudrais pas en faire non plus un point personnel, parce que c'est pas lui, c'est ce qui les discours auxquels c'est surtout l'actionnaire qui permet de poursuivre ça. Peut-être dire rapidement, avant de donner la parole pour les questions. Oui, peut-être juste deux mots, parce que ce serait vraiment beaucoup essayer qu'on puisse, on aura l'occasion d'en discuter. Je ne partage pas totalement, et pas sur le fond, on partage le rôle, en l'occurrence, il était pendant 6 ans membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du CSA, qui est devenu l'ARCOM. C'était une fonction extrêmement intéressante et extrêmement difficile dans la mesure où le job principal, finalement, de cette autorité de régulation, c'est son métier, sa mission, c'est garantir la liberté de communication. Et donc, l'exercice de ce job est celui de arbitrer en permanence entre la liberté d'expression et la censure. Il est très facile de dire tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. D'accord. C'est extrêmement dangereux lorsque vous êtes le garant de la liberté de communication d'empêcher qu'il y ait des expressions qui ne soient pas les vôtres. On s'en fiche finalement que ce ne soit pas les vôtres. Ce qui est important, c'est que ça soit fait dans le respect. Je suis d'accord. C'est fondamental de respecter l'autre, de pouvoir toujours être dans le dialogue et de pouvoir avoir Tata, il n'y a pas de tonton, il diffuse des fake news, il y a Tata aussi. Et donc, justement, de pouvoir les discuter. Et sans faire sur cette chaîne qu'importe, peut-être le point qui me semble important, c'est qu'on voit bien dans l'évolution des émissions le mélange peut-être des genres entre information et divertissement. Ça, ce sont des émissions qui se sont multipliées au fil des ans, tout simplement parce qu'on n'a plus 6 chaînes d'information, mais qu'on en a 26
accessible gratuitement et qu'il faut se différencier pour aller chercher l'audience. Si vous prenez en France, on est le seul pays européen à disposer de 4 chaînes d'information en continu. Quand vous prenez 4 chaînes d'information en continu, vous mettez France Info à part, dans la mesure où celle-ci n'est pas viable et qui ne va pas chercher la recette publicitaire. On va dire ça comment ? Elle est financée par la recette, elle ne va pas chercher la recette publicitaire. Donc finalement, j'en ai 3 plus 1. J'en ai 3 plus 1 qui sont en concurrence sur le programme diffusé pour récupérer le maximum d'audience pour bénéficier de recettes publicitaires. Vous êtes d'accord avec moi? Mais lorsque ces chaînes-là ont signé une convention avec le CSA, leur convention le dit, accessible en ligne, gratuitement, sans pirater, qu'elles n'ont que la possibilité de diffuser de l'information. Donc, pas de films, pas de documentaires, extrêmement très court, il faut que ça soit de l'information d'actualité. Donc ça veut dire quoi? Ça signifie qu'elles sont en concurrence 24 heures sur 24 sur de l'information. Eh bien, lorsque vous faites de l'économie basique, vous avez 2 leviers d'action pour pouvoir entrer en concurrence, le prix et le produit. Si votre prix est égal à 0, puisque la chaîne d'information continue sur des chaînes que nous ne payons pas, la concurrence directement qu'elle se livre, c'est sur la nature du programme. Et dans la nature du programme, on ne peut pas dire ce soir, moi je me fais un film totalement, non, puisque la convention qui est signée, c'est celle de diffuser de l'information d'actualité H24. Eh bien, la guerre qui se joue, c'est une guerre sur l'information. Pour pouvoir, eh bien, on se retrouve exactement dans le même modèle économique que sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que vous allez attirer le chaland? La vulgarité, le désagrément, le clash, la fake news, et là vous avez étonnement. Et si vous prenez l'émission dont on parlait tout à l'heure, elle est complètement en chambre d'écho. Je fais exprès d'utiliser ce terme parce que c'est ce qui se passe sur le numérique, c'est de l'écho et de l'information. Eh bien, les fans de la personne, de l'animateur en question, rebondissent sur la chaîne rebondit sur le réseau rebondit sur la chaîne. Qu'est-ce que vous faites? De l'audience, vous maximisez très bien votre profit. Il y a certainement une idéologie derrière, c'est une question, ce n'est pas la question du CSA et de notre réglementation. Si on commence à se dire, lui je ne veux pas parce qu'il s'appelle Bolloré, lui je le veux parce qu'il s'appelle Herson, lui je le veux parce qu'il s'appelle Bouchol, nous ne sommes plus en démocratie. La démocratie, c'est que nous puissions tous... Non. Est-ce que ça fait pas trop? Voilà, est-ce que quand vous avez 3... Si ça vient, on discute aussi avec la salle, on aura... Merci beaucoup. C'est à vous. Il y a des questions. Avant ma question, j'ai une solution. C'est boycotter la publicité, même sur France Inter ou ailleurs. Dès qu'on entend une pub, préciser, on n'achètera jamais. Voilà, je sais que c'est pas. Bon, donc, ma question, je vais marcher sur les œufs pour la formuler, parce que vous avez trouvé que je fais de la provocation. Donc, je suis mon collègue, la journaliste, j'ai une carte de presse, j'ai fait QEJ à Strasbourg, et je voudrais faire l'apologie des fake news. Oui, l'apologie des fake news. Parce que quand on entend que la Terre est plate et qu'il y a la wifi et l'électricité dans une pyramide, je trouve que c'est l'œuvre d'un poète. Et on a besoin de poésie. Alors, bon, bien sûr, ça fait rigoler, ça fait ricaner, mais en même temps, un poète, il nous confronte, et là je suis sérieux, à notre éthique et surtout à notre morale. Parce que qu'est-ce qu'on fait ici? On fait de la morale. Pourquoi est-ce qu'on ne raconterait pas bien sûr, il y a toujours un danger, c'est que quand on dit que les vaccins, ça ne sert à rien,
il y a des gens qui peuvent en mourir, c'est un peu compliqué. Mais quand un poète vous dit qu'on peut mourir de solitude, et qui va se pendre comme Gérard de Nerval à leur lampadaire, bon ben, on le met dans la gare des chars et on l'apprend à l'école. Donc c'est un poète. Alors bien sûr c'est très théorique hein, ce que je dis, mais considérer les fake news comme de la poésie, voilà, c'est pas mal. Alors comme chacun fait de la publicité, des Angers écrit un livre, je n'ai pas écrit un livre. Mais j'ai un blog qui s'appelle AFP, Ambroise Fiction Presse. Alors ils m'ont pas fait de procès, ça m'aurait fait beaucoup de publicité, et où je fais une fake news de temps en temps, et ça fait rigoler les gens. Voilà. Donc c'était un petit peu pour dérouter le débat avant le 2007. Moi, je viens de remonter justement sur l'AFP, donc ça tombe très bien. Que pensez-vous d'aujourd'hui de l'AFP, qui est un peu le grossiste de l'information? Pensez-vous qu'il est toujours un peu dans son éthique et donner des informations objectives? Pensez-vous qu'ils sont toujours dans cette Dites-moi en plus, j'ai l'impression que vous avez quelque chose en tête sur l'AFP. J'ai un peu le sentiment que beaucoup de chaînes sont plutôt copier-coller aux informations qui arrivent et qui ne vérifient pas forcément l'objet d'exactitude et la source des informations d'inexactitude. Je trouve votre question elle est plus large que l'AFP. Vous avez l'impression que les journalistes ont souvent se contentent de reproduire des dépêches AFP, c'est-à-dire qu'on fait leur travail de journaliste, on peut nous copier-coller. C'est un peu ça ce que vous dites. Je pense que c'est le rôle de l'AFP, effectivement, communiquer des informations aux journalistes. C'est un peu le grossiste de l'information, mais souvent, compte tenu de ce qui est demandé de chaîne en continu, justement, d'avoir toujours des informations à relayer, etc. Et ce quelque part, quelquefois, les informations sont prises, elles sont collectées et diffusées sans forcément une objectivité ou une exactitude qui peut demander l'information. Alors là, il y a plusieurs questions, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement des médias, ce que décrit, vous avez commencé, Corinne, c'est le fonctionnement normal des chaînes d'information, où une grosse source d'information, c'est les agences de presse, l'AFP, il y a Reuters, il y a l'AP, qui fournissent à la fois du texte, parce qu'ils sont des gens partout dans le monde pour faire des reportages et suivre des conférences de presse. Je ne sais pas, le Premier ministre chinois parle à quelqu'un, on n'a pas forcément quelqu'un qui a été sur place, on va reprendre la dépêche de l'AFP, donc le compte rendu de l'AFP, et on va parfois reprendre des images de Reuters. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de notre travail de journaliste en chaîne info, je travaille en chaîne info, qui est fait à partir de ce matériau qui n'est pas le nôtre directement, sachant que France Télévisions, de manière générale, on envoie aussi beaucoup de journalistes sur le terrain. C'est une critique qui s'applique, à mon avis, plus à des chaînes, je ne sais pas, comme CNews ou BFM, comme ça à l'étranger, ils n'ont pas grand monde. Donc, nous, on a vraiment beaucoup de journalistes. Et ça fait partie de notre travail depuis très longtemps. Je ne sais pas quelle est votre question. L'AFP a toujours fait ce que fait l'AFP, c'est-à-dire qu'elle fait des comptes rendus assez objectifs. Alors, sauf si vous avez des questions à poser sur l'AFP qui s'était trompé, mais dans l'ensemble, c'est assez objectif. Et après, je pense que la vraie question que je vois là-dedans, c'est que, comme il y a un problème d'économie des médias, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'argent dans les médias sont de plus en plus dépendants des agences de presse, puisqu'en fait, on a de moins en moins les moyens d'envoyer des gens nous-mêmes pour vérifier l'information, donc on s'appuie beaucoup sur des agences de presse. Ce qui donne, par exemple, que quand vous regardez des sites internet et vous regardez ce qu'ils disent sur un même événement, vous avez l'impression qu'en fait, c'est la même dépêche qui s'affiche sur tous les sites internet. Donc c'est une fausse variété d'informations, puisqu'en fait, au final, il y a une source, et puis tout le monde répète la même chose. Mais ça, il faut bien comprendre que c'est un problème économique. Je crois que beaucoup insisté là-dessus, il faut le comprendre. C'est que moi, j'entends beaucoup les gens qui disent oui, mais les médias ne font pas votre boulot, il y a de moins en moins d'argent qui est donné à l'enquête, vous avez moins, vous faites que ressortir des dépêches, etc. Mais quand on leur demande d'aller mettre 2,50 € dans un journal, ben non. Moi, je prends gratuitement sur Internet. C'est un problème économique. Hein. Si vous voulez qu'on ait de l'argent, alors évidemment, nous, service public, il faut nous défendre. C'est-à-dire qu'il faut dire, quand on veut arrêter la redevance, oui, ok, on arrête la redevance, mais comment ils vont les financer? Est-ce que ça sera à la même hauteur?
je ne veux pas travailler, parce que sinon ce qui va vous arriver, c'est qu'on sera de moins en moins nombreux, il ne faudra pas nous reprocher de moins bien faire votre travail. Et puis après, il faut acheter le journal. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que tout est gratuit sur Internet. Derrière, il y a des gens comme moi qui sont payés, oui, avec vos impôts pour travailler. Voilà. C'est juste que c'est votre question, je ne sais pas si c'est exactement ce que j'ai dit. C'est un très mauvais exemple. C'est un très mauvais exemple l'AFP pour l'orientation politique, puisque leur travail, je vous l'ai dit, c'est vraiment un travail le plus factuel possible. Alors après, si vous avez un exemple particulier où vous trouvez que ça a été mal fait, mais honnêtement, il faut prendre un autre exemple. Pour parler de politisation du journalisme, c'est pas l'exemple que l'AFP, c'est, comme le dit Julien, c'est du factuel, et quasi exclusivement du factuel. Vous le retrouvez sur Internet, les journaux, les sites qui reprennent les dépêches, en général, ils peuvent signer une lettre Le Figaro avec l'AFP, à Provence avec l'AFP. Mais moi, je peux vous dire, pour avoir fait pendant 30 ans, il m'est arrivé tous les jours de me retrouver sur des reportages, sur des procès, et d'être en concurrence directe avec les confrères de l'AFP. Voilà. Je dis, Julien, on peut pas être aussi partout. Il y a des choix rédactionnels qui sont faits. Et c'est vrai que quand une information importante pour un journal comme la Provence, qui est les Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Provence et Vaucluse, quand vous avez une information intéressante, par exemple comme celle de ce matin ou d'hier, je crois, de l'accident qui a fait 7 blessés à Bordeaux, on va prendre, si on veut prendre l'info, on va prendre l'AFP parce qu'on n'a pas les moyens d'envoyer un journaliste à Bordeaux. C'est pas vraiment notre cœur de cible. Bonjour. C'est bien, c'est dommage. Je voulais avoir quelques éclaircissements sur le travail du CSA, puisque vous en avez parlé. J'ai bien compris que votre rôle était de préserver la concurrence entre les différents chèques et qu'ils soient à égalité. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait pas parlé d'éthique, de déontologie, de réalité scientifique et d'attachement à la réalité scientifique. Et donc, où se trouvent ces valeurs dans ce que l'on appelle quelque part le gendarme des ondes, puisque visiblement leur seule préoccupation serait de veiller à une bonne concurrence entre les différentes chaînes d'information ou autres. Et puis je voudrais faire une remarque sur l'éloge des fake news. Je pense qu'aujourd'hui on a surtout besoin de prendre conscience de la pourriture que peuvent représenter les fausses informations et les risques que nous encourons, que notre démocratie en gros, face à ces fausses informations. Voilà, et alors l'histoire de la poésie, c'est peut-être encore pire que tout, et ça vient de me rendre que je n'en rajouterai pas. Est-ce que je peux juste ajouter, puisque c'est une interrogation aussi sur le CSA, que je pense que ce n'est pas concerné, en complément. Je suis un peu inquiet, puisque je dis souvent, nous disons souvent que doit se trouver sur les réseaux sociaux une régulation qui permette à la liberté d'expression de vivre, mais au délit d'être réprimé. Et je vous entendais sur les 18 condamnations d'une émission, et au-delà d'une censure qu'il ne faut surtout pas exercer, j'ai bien entendu, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y ait pas un sous-texte politique, là n'est pas la question. En revanche, je m'interroge sur les limites des sanctions et quelles sont les conditions que vous posez au renouvellement ou non de la condition de la fréquence. Et je suis très inquiet parce que je me rends compte que dans le monde dit réel, on peut toujours pousser un petit peu plus loin le curseur et continuer à exister parce qu'on a beaucoup d'argent. Et je me dis que le parallèle que je fais avec la régulation que je vais voir sur les réseaux sociaux me dit que si on en est à ce stade si peu avancé d'une régulation, pas de morale, je parle de respect de droit, de cahier des charges, je dis qu'il faudrait peut-être qu'on passe à l'échelon supérieur sur les médias traditionnels pour que ceci devienne un exemple lorsque l'on a affaire à des usages numériques. Donc je voudrais que nous éclaircissiez un petit peu. Merci. Merci pour vos questions. Alors, peut-être plusieurs points. Le travail du CSA participe effectivement d'un bon équilibre économique donc concurrentiel, puisque entre les mains de quelques-uns, ça pourrait basculer. C'est la loi de 1880 pour la presse, donc il
dans la même chose sur le donc c'est garantir la liberté de communication. Donc ça, au final, donc, la liberté de la concurrence, le bon exercice, la régulation du bon exercice de la concurrence, avec pour finalité, donc c'est pas sa finalité, avec pour finalité la garantie de la liberté de communication, ça c'est peut-être un premier point. Sur les fake news, il y a urgence, enfin sur Internet, il y a urgence, on est bien d'accord. Il s'avère que le CSA est devenu ARCOM en janvier 2022, donc c'est pas si ancien que ça, et là, c'est un élargissement du champ de compétences du régulateur audiovisuel aux plateformes de partage de vidéos et aux réseaux sociaux. Donc c'est récent, c'est quelque chose qui ne tombe pas du ciel, c'est quelque chose qui existe, on est en Europe, hein, c'est une harmonisation exactement de la transposition de la directive de services de médias audiovisuels, ce que dans le jargon on appelle le SMA. Donc cette transposition de la directive européenne, c'est que tous les régulateurs européens de l'audiovisuel se sont entendus, ont réfléchi, ont travaillé, ont utilisé finalement l'expérience de chacune des cultures pour arriver à une harmonisation minimale sur laquelle tout le monde s'entend. Pas plus de X% de temps publicitaire, protection des jeunes publics, égalité, en tout cas tenter d'une plus grande égalité femmes-hommes, etc., etc. Non-atteinte à la dignité, et ces éléments-là sont essentiels. Lorsque c'est transposé au droit national, et ensuite, on met la règle et on l'adapte selon la culture et on peut hausser les seuils. Alors, il faut aller vite. Oui, je partage une fois encore avec vous, parce que finalement, la circulation est trop importante de fake news et de discours haineux et d'autres. Toutefois, on n'a pas attendu 2022. Alors, je dis bien que je me désolidarise pas de ce que j'ai fait du tout. La question, en fait, elle est plus sur le CSA, 18 sanctions, Covid et après. Et c'est voilà, dans le média traditionnel, on laisse un organe de presse pousser le curseur toujours un peu plus loin, on le sanctionne. Mais finalement, c'est une sanction qui ne lui coûte rien parce qu'il a beaucoup d'argent. Et je me pose la question de savoir quelles sont les règles de fonctionnement qui permettraient ou non une attribution ou un retrait d'attribution sans tomber dans la censure, mais le cahier des charges a-t-il été respecté? S'il ne l'est pas respecté, quelle sanction? Je n'en sais rien, vraiment, c'est une question faite. Oui, je n'en suis ravie à répondre. Je précise bien, c'est très important, puisque ça fait filmer au transcript, je ne suis plus membre du CSA. Bien sûr. Donc mes propos n'engagent que moi. C'est juste une question par rapport à moi-même, c'est important par rapport à l'institution. Il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que lorsque il y a sanction, il y a une échelle déjà de sanctions. Ensuite, lorsque il y a 2 fois le même manquement, c'est assez technique, je vous prie d'excuser, mais c'est très réglementé. Donc, lorsqu'il y a 2 fois la même sanction, alors le dossier part à un rapporteur indépendant. La chaîne de télévision et le représentant ont été auditionnés. L'échange a lieu, le rapporteur indépendant peut afficher les sanctions et ensuite les membres du collège ont délibéré en prenant cette sanction, en étant au-dessus ou en étant en dessous. Attaquer au portefeuille, ça fait 2 fois, en tout cas sur 10 ans, avant peut-être aussi, mais je n'en ai pas la mémoire, je ne peux pas dire de bêtises, en tout cas en 10 ans, ça fait 2 fois que le CSA de l'époque, et NARCOM cette fois-ci où je n'en étais plus, a sanctionné la chaîne CNews, C8, pardon, pas ce que je t'appelle, C8 et en l'occurrence pour la même condamnation, la première fois à 4 millions d'euros et la première fois à 3 millions d'euros, et là ils viennent de faire, et j'ai lu, c'était 3,5 millions d'euros. Lorsque vous dites, alors après on peut dire proportionnellement, mais il faut faire très attention aussi, c'est-à-dire que lorsqu'en l'occurrence, j'ai été au CSA et nous étions en 2016 ou en 2017, la chaîne N23, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait été sanctionnée. Nous l'avions sanctionnée tellement lourdement que l'ensemble des sages, nous avions émis le souhait, après des mois de travail juridique approfondi, c'est extrêmement, et heureusement d'ailleurs, très lourd,
d'empêcher et d'annuler une fréquence. Ça s'appelle de l'interdiction, ça s'appelle déjà de participer à diminuer le pluralisme, et d'autre part, il faut faire attention à ne pas censurer. Donc il faut que ça soit sur une base juridique qui soit extrêmement valable, solide. Nous avions émis cet avis de retrait, c'est la première fois dans l'histoire de l'audiovisuel, de retrait d'une fréquence, parce qu'il y avait un faisceau d'indices qui mettait en évidence, selon l'ensemble des messages à la majorité, je ne peux pas rentrer plus dans les détails, qui mettait en évidence qu'il y avait plus que conflit d'intérêt, qu'il y avait possiblement un regroupement, oui, plus que conflit d'intérêt, et le terme ne me revient pas, c'est un terme juridique, c'est l'avocat qui va peut-être pouvoir m'aider quand il a posé la question, et qui faisait que nous demandions que la chaîne tombe. C'est paru, ça a été annoncé, tout le monde se disait que ça allait se passer, le Conseil d'État a cassé la décision. Et donc la chaîne a pu continuer. Donc, lorsqu'on revient à notre chaîne détestée de tous, et dont on ne fait que parler, donc je redis, les 18 sanctions, elles ont été à différents niveaux. Il y a eu le Covid, ça a été atteint. Après, il y a différentes juridictions qui importent. Le CSA, c'est le régulateur. Ensuite, il y a une autre juridiction civile, pénale. C'est pas du rôle du CSA, et heureusement. Quand je dis heureusement, c'est pas son job. Heureusement, parce que je ne suis pas juriste. Ça s'appelle la personne idoine autour de la table qui puisse prononcer la solution qui soit la solution idoine. Si on considère qu'il y en a trop, si on considère qu'il y a nécessité de retrait de la fréquence, eh bien, les sages verront qu'il y a nécessité, dans un an ou dans un an et demi, 2025, me semble-t-il, la chaîne a une convention, celle-ci arrive à échéance, est-ce qu'elle soit reconduite ou pas, ça sera à eux de le définir. Maintenant, de façon systématique, c'est regarder. Lorsqu'on parle d'atteinte au pluralisme, il faut faire extrêmement attention. C'est pas ce que dit la loi, après c'est pas ce que dit le CSA, c'est ce que la loi, le CSA garantit, enfin, est là pour garantir la liberté de communication dans les règles que ce que les sénateurs et les députés ont voté. Donc il ne fait pas le CSA, il dit tout d'un coup, il y a 8 mecs autour de la table, finalement cette décision ne me plaît pas, tic-tac. Non, derrière c'est extrêmement grave, c'est extrêmement lourd de sens. C'est une atteinte à la démocratie. C'est pour ça que là encore, j'ai le plaisir d'échanger avec vous, parce que cette question-là, elle est fondamentale. Et elle ne peut pas être traitée à la légère, et effectivement, on peut avoir des abrutis autour d'une table et en train de dire, ah bah moi, il y a un mec qui est mort, la liberté, on peut le tuer, attendez, qu'est-ce que vous avez dit c'est ça. Pas de procès. Oui, pas de procès, exactement. Bon. Voilà, la prison tout de suite, c'est le terme que je dis, la prison tout de suite. Bien sûr que non, il ne faut pas, mais il faut trouver le bon outil. Si maintenant votre question est de signaler, je la pousse un petit peu, est-ce que dans le monde numérique dans lequel nous sommes, les outils sont suffisants? Non. La raison pour laquelle je vous dis depuis le début, il y a l'école, certes, mais il y a également le changement de la loi avec la prise en considération, justement, que l'information circule dans un marché ou dans un cadre qui n'est plus le cadre dans lequel les outils pour lesquels et avec lesquels nous travaillons sont idoines. Et c'est dans ce sens qu'il y a urgence à changer ce cadre-là et qu'on peut considérer qu'effectivement, après, que les sanctions ne sont pas suffisantes. Je pense que sur le feu, bien sûr, mais je reste sur le... Merci. Merci. C'est une dernière question rapide, sinon on a dépassé un petit peu le temps qui nous était imparti, donc on va consolider pas ici. Rapidement, alors s'il vous plaît. Alors, oui, je vais faire rapide. Effectivement, moi je voudrais réagir par rapport au travail des médias traditionnels et les opposés aux médias sociaux. Je trouve qu'on sous-estime énormément l'influence des médias traditionnels encore aujourd'hui dans la politique. Quand on voit à l'aune des élections en 2002, où Jean-Marie Le Pen arrive au second tour, c'est parce que Jean-Marie Le Pen a accédé aux médias traditionnels à cette époque. Il n'y avait pas d'influence. Et encore aujourd'hui, en 2022, avec Éric Zemmour, qui a accédé à l'élection présidentielle, que je vais présenter, qui s'est rendu présidentiel en quelque sorte, ce sont aussi ces médias traditionnels. Et c'est lui, du coup, qui l'a mis en avant. Donc on va rejoindre, je pense aussi qu'à l'aune de ces deux exemples, il ne faut pas non plus oublier que les médias sociaux sont puissants, et qu'en termes de vue, en termes d'influence politique, ils sont quand même encore assez minorés et minoritaires en fait par rapport aux médias traditionnels qui, pour moi, ce sont eux qui façonnent les futurs présidents quelque part, mais les futurs candidats aussi des élections présidentielles.
Parce que par exemple, les petits candidats comme Jean Lassalle, etc., on les voit quasiment jamais dans les médias traditionnels et ils ont un score qui dépasse pas 2%, par exemple. Et c'est parce que ces gens-là, on ne les voit jamais dans les médias traditionnels. Donc pour moi, c'est aussi, je pense, quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, qui est assez important par rapport à ces effets-là. Surtout que les différents groupes, par exemple les GAFAM, etc., pour moi, c'est pas réellement des médias sociaux, c'est plus des espaces d'échange en fait, qui permettent à des médias de se diffuser et de diffuser l'information entre eux. Et ces médias sont très minoritaires et pas forcément extrêmement puissants aussi. Et puis l'affaire Fillon aussi, c'est le canard enchaîné qui ressort, par exemple. Les gens à salle, par exemple, il faudrait faire quoi? Pas plus. Non, mais je m'attendais ça à l'exemple de Jean Lassalle. Je suis un peu tombé sur les trucs. Les médias traditionnels façonnent encore l'opinion. Par exemple. Mais si c'est pour dire ensuite, mais regardez Jean Lassalle, il faudrait lui donner plus la parole. Non, Jean Lassalle n'existe pas. Je dis pas qu'il faut donner plus la parole qu'à n'importe qui. Non, mais je veux dire, j'ai cité Jean Lassalle à titre d'exemple, mais par exemple, on avait des débats présidentiels entre les candidats, et les médias traditionnels ont refusé de faire des débats avec les petits candidats, sous prétexte qu'ils n'étaient dans les sondages qu'à 2 ou 3%. Donc on parlait de pluralisme politique tout à l'heure, madame, on voit bien qu'il y a aussi un problème de pluralisme politique à travers les médias traditionnels, à travers ces exemples. Si je me permets, je pense que cette question est vraiment fondamentale. Vous appuyez sur un bouton central. Merci, madame. Je suis ravie. Merci. Mais un tout petit point, ça me permettra de vous aider, si je me permets de vous répondre. J'en reviens au rôle du CSA, parce que garantie de cette liberté de communication, pendant les périodes politiques, c'est une question qui est majeure. Pendant les périodes politiques, donc le temps politique, c'est-à-dire ces 6 semaines avant les élections, que ce soit présidentielles ou régionales, c'est l'égalité du temps de parole de l'ensemble des candidats. Et puis, quand vous êtes 15, donc ça vient tout à chacun selon ce qu'il représente. Et ensuite, lorsque vous êtes 15 jours avant le moment du vote, alors on dépasse à l'égalité stricte, c'est-à-dire qu'on ne prend plus en considération la proportionnalité de ce que chaque individu représente, donc dans son parti, parce que c'est 2% de la son gouvernement, on ne prend plus les sondages et on fait du temps strict. Donc c'est la raison pour laquelle, justement, lorsqu'on est longtemps avant l'élection, de 3 semaines, 4 semaines, il y a eu des grands débats entre les chaînes en se disant est-ce qu'on reçoit tout le monde, et c'est vrai qu'à 12, finalement c'est une cacophonie, tout le monde a 1 minute, il veut dépasser, on voit simplement finalement les journalistes animateurs du débat qui ont du mal à animer parce que chacun est en train de manger son temps de parole et finalement le temps est en cours. Et donc qu'est-ce qu'ils ont choisi? C'était un choix certainement douloureux en partie pour eux, mais la conséquence c'est surtout d'un point de vue démocratique, c'est qu'il y aurait moins de temps. Mais ce temps est toujours attrapé. C'est la raison pour laquelle il est très important, et j'en reviens à notre l'émission auparavant, c'est quand on est dans un temps politique qu'il y a cet équilibre que la loi demande à ce que le CSA régule et regarde de très près. Mais dans ce temps-là d'échange entre des hommes et des femmes politiques, on le mesure. Et ensuite, elles ont ce temps-là, les chaînes de télévision et les radios, pour le rattraper, pour qu'il y ait égalité, et ensuite égalité stricte en termes de représentativité de chaque individu selon son parti et donc selon les sondages, selon ce qu'il représente. Mais en dehors de ce temps politique, c'est-à-dire le reste de l'année, et ça c'est important, il n'y a pas, finalement, on ne considère pas la parole. C'est comme ça que Éric Zemmour est passé d'un éditorialiste qui avait l'antenne, avec une antenne qui était très politisée et qui prenait très souvent, que le CSA a considéré, après étude, après avoir regardé qu'il avait, avant que celui-ci évidemment ne devienne un homme politique, parce que sinon c'est un peu facile, avant qu'il le devienne, à regarder, à calculer, à évaluer et à considérer que finalement il avait changé de casquette et qu'il n'était plus un journaliste ou un journaliste éditorialiste, mais qu'il était devenu un homme politique dont il fallait décomptabiliser, non pas remplacer de parole, mais décomptabiliser le temps de parole pour que celui-ci soit ensuite compté à stricte égalité avec les autres. Si maintenant on souhaiterait que le temps éditorialiste ou le temps des journalistes soit comptabilisé, je ne suis pas certaine qu'on participerait au pluralisme. Et c'est toute la question sur ces réseaux. C'est vraiment une question qui est centrale. C'est que si beaucoup considèrent que les journalistes sont politiquement orientés et que ceux qui sont invités, experts, journalistes, animateurs, qui vous voulez,
soit orienté, on va dire, à droite clairement, ce temps-là n'est pas comptabilisé par le CSA. Ce qui est comptabilisé, ce sont les périodes politiques, lorsque ce sont des hommes et des femmes politiques, pas lorsque ce sont des éditorialistes. Et il me semble, en tout cas pour ma part, pour passer 6 ans au CSA, je trouverais ça dangereux, me semble-t-il, à ma connaissance, de ce que j'en comprends d'un point de vue démocratique, de commencer à décompter une estimation de ce qu'un journaliste est ou se devrait être. Est-ce qu'il est neutre? Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce que finalement, quand il parle d'écologie, ah oui, il parle du point de vue gauche? Est-ce qu'il parle de féminisme? Ah oui, il parle d'un point de vue droite? Là, on bascule non plus dans l'arbitrage entre liberté d'expression et censure, mais complètement dans l'arbitraire. Et là, c'est la fin de la démocratie. Merci.